Quand j'avais 13 ans, ma mère et mon père m'ont annoncé qu'ils m'envoyaient en colonie de vacances pendant 2 semaines. J'étais très casanier à cet âge-là, et je suppose que m'envoyer en colonie était leur façon de me forcer à développer mon savoir-vivre avant de commencer à avoir des troubles de l'anxiété ou quelque chose du genre. Quand j'y repense, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Aucun parent ne veut voir son enfant devenir solitaire et finir retardé socialement et plein de ressentiments envers le monde. Je suppose qu'aller en colonie cet été-là m'avait vraiment aidé à avoir un peu plus de confiance et à gérer les gens, mais clairement pas de la manière dont ils l'avaient espéré. Dire que je n'étais pas très assidue pendant la colonie serait l'euphémisme du siècle. Quand mes parents me l'annoncèrent, j'éclatais presque en sanglots. Je leur promis que je ferais tout ce qu'il fallait pour qu'ils ne m'envoient pas dans cette torture sauvage pendant 2 semaines, que j'améliorerais mon hygiène et que j'essaierais d'être plus sociable. Mais ils n'avaient pas l'intention de marchander avec moi, ils me donnaient un ordre. J'irais en colonie de vacances, que je le veuille ou non. Et s'il fallait qu'ils me traînent jusqu'au bus, ils le feraient. Pour être honnête, je me suis endormie en pleurant la veille du départ, et j'ai retenu mes larmes sur la route pour rejoindre le bus qui nous emmenait en colonie. C'était seulement une fois dans le bus, avec les autres jeunes, que j'étais sûre de ne plus pleurer. Et même là, je crois que c'est seulement parce que j'étais figée de peur à l'idée d'être avec un tas d'adolescents brailleurs. Un trio d'ados me demanda d'ailleurs quel était mon problème, et je ne fis rien d'autre que de rester assis là, pris de peur, alors qu'ils commençaient à se demander si j'étais spéciale. C'était complètement humiliant, et je me demandais même s'il y avait un moyen que je m'échappe, pendant une pause sur une aire de repos ou quelque chose du genre. Mais alors, où est-ce que j'irais ? Qu'est-ce que je ferais ? C'était la définition même d'être coincé entre le marteau et l'enclume. Et bien sûr, je choisis l'enclume plutôt que le marteau. Les premiers jours de colonie furent pour le moins difficiles. Je ne parlais quasiment à personne. Je détestais la nourriture et les activités étaient l'idée que je me faisais de l'enfer. Je suppose qu'on peut dire que j'étais gâtée à ce niveau-là. Je mangeais ce que je voulais et dormais dans ma propre chambre. Tout cela en tant qu'enfant unique. Alors la réalité qu'était manger de la nourriture plutôt pourrie et dormir dans un chalet de 6 personnes était un choc dévastant pour mon système. Mon anxiété était déjà terrible pendant cette première semaine, mais elle était particulièrement intense pendant les repas et c'était uniquement à cause du fait que les colonies de filles et de garçons avaient une cantine mixte. Ce n'était pas non plus toutes les filles qui me rendaient si anxieuse, c'en était une en particulier, une fille qui s'appelait Alexandra. C'était la fille la plus jolie que j'avais jamais vue, populaire, intelligente, élégante et sûre d'elle. Je passais presque tout mon temps, pendant le déjeuner et le dîner, à la fixer, sauf bien sûr quand son regard se tournait dans ma direction. Alors je regardais mon plateau en espérant qu'elle ne m'avait pas vue. Je priais parfois qu'elle vienne me dire bonjour tout en espérant aussi qu'elle resterait loin et que je ne devienne pas un genre d'empoté qui rougissait devant elle. Seule une des 2 prières fut exaucée et cela engendra l'un des moments les plus angoissants de ma vie. Je n'oublierai jamais à quel point sa voix était douce au-dessus de moi. Comment elle me demanda si ça ne me dérangeait pas qu'elle s'assoie un peu avec moi. Je n'arrivais pas à lui répondre, mais elle était suffisamment sûre d'elle pour simplement sourire, rire et s'asseoir en face de moi, reconnaissant que je désirais savourer sa présence plus que tout au monde. J'arrivais seulement à suffisamment me calmer pour parler une fois qu'elle avait commencé à me demander mon nom, d'où je venais et ce genre de choses. En voyant à quel point elle était curieuse à mon propos et en voyant les regards envieux des autres garçons dans la cafétéria, c'était la première fois que j'avais autant de confiance en moi de ma vie. Ça ne faisait pas non plus pencher la balance, j'étais toujours maladroit socialement et incroyablement nerveux. Mais tout le reste de la journée, j'avais l'impression de flotter sur un petit nuage. La même chose arriva le jour suivant pendant le dîner. Alexandra était venue discuter avec moi de tout et de rien, mais cette fois, j'avais réussi à avoir une conversation entière. Et alors, vers la fin de ma première semaine, alors que j'avais réussi à devenir pote avec 2 autres gars relativement geeks et socialement maladroits, elle me posa enfin la question fatidique. Alex s'approcha de la table à laquelle j'étais assis avec mes 2 amis et me demanda si je voulais la retrouver au lac ce soir-là, avant l'extinction des feux. Alors comme vous pouvez le deviner, ce genre de choses était totalement et complètement interdite en colonie. Les filles et les garçons n'avaient pas le droit de fraterniser en dehors des activités autorisées ou à la cafétéria. Mais c'est justement ce qui rendait le tout doublement spécial pour moi. Elle m'appréciait de toute évidence suffisamment pour risquer de se faire envoyer chez elle et complètement déshonorée. Il y avait définitivement eu un moment où j'aurais sauté sur l'opportunité de rentrer chez moi plus tôt. Mais après avoir rencontré et discuté avec Alexandra, j'avais la sensation de ne plus jamais vouloir rentrer à la maison. Le risque rendait le tout excitant, palpitant même, et même si j'étais très nerveux à l'idée de la voir en privé, j'acceptais et réfléchissais à la façon dont je pourrais descendre jusqu'au lac sans me faire voir par les animateurs. Une fois le moment arrivé, mes potes me souhaitèrent bonne chance, me donnèrent des conseils pour rester cool et la jouer en douceur. Puis je pris la route vers le lac pour retrouver Alexandra.
En arrivant, mon cœur s'effondra quand je vis qu'elle n'était pas là. J'étais convaincue qu'elle ne viendrait pas, que je m'étais fait de faux espoirs, mais j'avais aussi peur de partir au cas où elle arriverait un peu en retard et pense qu'elle ne m'intéressait pas. Je restai 5 minutes, puis 10, tandis que j'entendis quelqu'un enfin approcher. Qui pouvait bien sortir de derrière les arbres, à part l'objet de mes affections, Alexandra. Elle tenait 2 serviettes dans les mains. Alors qu'on discutait, j'étais à la fois nerveux et excité, et terrifié et joyeux. Mais par-dessus tout, c'était comme une sorte de victoire. Je pouvais être sociable, je pouvais sortir avec de jolies filles, je pouvais probablement même être populaire si je le voulais. Vous pensez peut-être que mon ego s'enflammait à un niveau dangereux et vous avez complètement raison. D'ailleurs, lorsqu'Alexandra arriva, il s'était tellement enflammé que je ne voyais pas comment notre petit rendez-vous pouvait mal se passer. Et quand elle proposa de se mettre en sous-vêtements et d'aller nager, j'étais tellement aveuglée par cette amourette que je ne pris pas le temps de penser que ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. On enleva tout jusqu'à n'être plus qu'en short. Puis, on quitta le ponton avant de s'immerger dans l'eau. Elle était froide, mais c'était une chance dans un sens parce que je pouvais faire croire que si je tremblais, c'était à cause de l'eau et pas parce que j'étais complètement submergée par les nerfs à l'idée d'être en sous-vêtements avec une si jolie fille. On nagea un moment en essayant de rester aussi silencieux que possible et à un moment donné, Alexandra évoqua qu'elle adorait nager et qu'elle nageait en compétition pour l'école privée dans laquelle elle était à Burlington. Elle me raconta qu'elle pouvait retenir sa respiration pendant presque 1 minute, mais que c'était un record dans son école, ou quelque chose du genre. Et elle me demanda si je voulais qu'elle me montre. J'étais contente de la voir faire à peu près n'importe quoi à ce moment-là. Alors bien sûr, j'acceptais. Et lorsqu'elle s'immergea dans l'eau, je comptais jusqu'à 52 secondes avant qu'elle remonte à la surface en haletant. J'étais plus qu'impressionnée. 52 secondes, c'était énorme, surtout pour une fille aussi petite qu'elle. Alors, elle me demanda combien de temps je pouvais retenir ma respiration. Je lui répondis que je ne savais pas, mais j'étais excitée à l'idée de plonger sous l'eau pour qu'elle compte combien de temps je pouvais tenir. Je me rappelle avoir plongé la tête sous l'eau et entendre le son étouffé de sa douce voix lyrique en train de compter. Je comptais en même temps qu'elle dans ma tête. Je commençais à sentir mes poumons brûler, à la recherche d'air, alors que les secondes continuaient de s'écouler. Mais alors, elle arrêta soudainement de compter, pile au moment où j'entendis quelque chose entrer dans l'eau à côté de moi. Je battais les jambes pour remonter à la surface pour vérifier ce que c'était, ou qui c'était. Et c'est alors que je sentis une main sur le haut de ma tête qui me poussait et me retenait sous l'eau alors que j'essayais de refaire surface pour respirer. Je me rappelle avoir ouvert les yeux pour voir qu'Alexandra n'était plus devant moi. Alors la personne qui me maintenait la tête sous l'eau était soit derrière moi, soit au-dessus, sur le ponton. Je commençais à paniquer et essayer d'attraper la main pour la dégager de ma tête, mais je n'y arrivais pas. Je ne pense pas que j'aurais réussi à l'enlever de ma tête dans le meilleur des cas. J'avais toujours été un peu faible et la main me tenait fermement. Et vu que mon taux d'oxygène était dangereusement bas, c'était carrément impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Quelques secondes plus tard, je pouvais commencer à me sentir perdre connaissance. Mes poumons étaient en feu. Ça devenait de plus en plus dur de lutter contre la force qui me poussait vers le bas. Et vint un moment où je m'entendis penser « je vais mourir ». Cette pensée déclencha une nouvelle vague de panique en moi, mais après ça, et c'est la dernière chose dont je me souviens avant d'avoir dû m'évanouir, j'avais ressenti cet étrange sentiment de paix et d'acceptation. Je ne paniquais plus. J'avais arrêté d'essayer de lutter contre ce sentiment. Et même si je ne me rappelle pas parfaitement, je suppose que je m'étais simplement laissé sombrer dans l'oubli. La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'étais allongée sur le ponton, en train de tousser de l'eau alors qu'une voix adulte me demandait si je pouvais l'entendre. J'étais toujours étourdie. Et à ce moment-là, je ne me rappelais pas de ce qui m'était arrivé. J'étais juste perdue et fatiguée. Et alors, en regardant autour de moi, je vis Alexandra pleurant alors que l'un des animateurs essayait de la réconforter. C'est seulement là que je me rappelais de la main qui me maintenait sous l'eau. Je vivais le plus beau jour de ma vie jusqu'à ce que je pense que j'allais mourir. Je n'avais pas la moindre idée de qui m'avait maintenue sous l'eau, mais Alexandra le savait et sa culpabilité lui avait fait cracher le morceau à l'animateur très rapidement. Apparemment, tout ça avait été une farce élaborée pour se moquer du gamin nerveux en surpoids. Mais elle ne savait pas qu'ils allaient littéralement essayer de me noyer dans le lac. D'après ce que j'avais compris, elle avait paniqué dès qu'elle les avait vus maintenir aussi longtemps sous l'eau et elle s'était dépêchée d'aller chercher un animateur pour qu'il puisse mettre fin à tout ça. Le SAMU et la police arrivèrent peu de temps après que je sois emmenée dans le bureau du principal et comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire prit une grande ampleur. Ce qui ne devait être qu'une stupide petite blague était devenu ce que la police appelait une tentative de meurtre. Les gamins finirent par être arrêtés et emmenés hors de la colonie ce soir-là. Et croyez-le ou non, celui qui avait maintenu ma tête sous l'eau fut envoyé en maison de correction pendant 2 ans.
Mon père et ma mère étaient venus me chercher le lendemain et ma mère avait passé un savon au principal et l'avait menacé de le revoir au tribunal avant de me faire monter dans la voiture. Je n'avais pas pleuré en partant pour la colonie, mais je pleurais en la quittant. C'était tout un mélange d'émotions. J'étais contente de quitter l'endroit où j'avais failli mourir, mais triste de laisser derrière moi mes premiers vrais amis. Et aussi triste d'abandonner Alexandra. Je sais qu'elle était le cœur de cette blague contre moi et ne vous méprenez pas. Je l'avais toujours en travers de la gorge, mais elle se souciait aussi suffisamment de moi pour courir chercher de l'aide lorsqu'elle avait réalisé qu'ils essayaient vraiment de me faire du mal. Je ne peux vous dire ce que ça représentait pour moi, et quand j'y repense, je me rends compte que ça paraît dingue, mais dans ma tête d'enfant stupide de 13 ans, c'était tout ce dont j'avais besoin pour voir qu'elle m'appréciait d'une certaine manière, même si ce n'était pas la manière que j'aurais voulu. Bizarrement, avoir frôlé la mort à cette colonie s'avéra être l'une des meilleures choses qu'il me soit jamais arrivée. J'avais réalisé que la pire chose au monde, la mort, n'est pas un si mauvais concept. Quand on se retrouve réellement face à la mort, il arrive un moment d'acceptation et de paix. Et après ça, plus rien ne me faisait vraiment peur. Je savais que je pouvais me faire des amis. Je savais que je pouvais être courageux et faire les choses que je pensais ne jamais pouvoir faire, comme parler avec des filles et apprendre à faire du skate. Je finis même par perdre quelques kilos en sortant et en me sociabilisant avec les nouveaux amis que je m'étais fait à l'école grâce au skate. La seule chose négative qui était sortie de tout ça, c'était ma peur des eaux profondes. Je ne suis pas allée nager depuis ce jour-là, et l'idée de faire une croisière ou de prendre le bateau me fait honnêtement transpirer de peur. Comme je l'ai dit, aller dans cette colonie m'a aidé à vaincre mon anxiété sociale. Je suppose qu'il y a eu un prix à payer, mais je suis tout de même étrangement content d'avoir subi toute cette expérience. Parce que maintenant, je n'ai plus peur de cette chose qui agrippe tout le monde et parfois dicte toute leur vie. Je n'ai pas peur de la mort, et je suppose que ça m'aide à vivre un peu plus que les autres. Retour au long week-end de septembre 2011. Mon neveu et moi emmenèrent mes 2 enfants et 3 amis à eux dans notre chalet au bord d'un lac, pas très loin pour le week-end. Notre famille avait ce chalet depuis qu'elle avait emménagé au Canada dans les années 50. Il se trouvait dans une zone très rurale d'Alberta. Un peu plus tôt ce jour-là, les 5 enfants étaient partis jouer au loup en forêt et peu de temps après qu'ils eurent commencé à jouer, l'un des enfants courut vers moi pour me raconter qu'il y avait un homme habillé en gris accroupi dans les buissons et qu'il les regardait jouer. Comme vous pouvez l'imaginer, cela m'inquiéta énormément et je me dépêchai d'aller vérifier aussi calmement que possible. À ce stade, le reste des enfants m'avaient aussi dit qu'ils avaient vu un homme les observer. Je fouillai la forêt à la recherche de cet homme, mais il avait disparu et la densité des buissons ne rendait pas la tâche très facile. À ce stade, je me disais que partir un peu du chalet pourrait permettre à tout le monde de penser à autre chose. Alors on changea la voiture et on prit la route pour la plage. Mais en arrivant là-bas, il y avait des voitures de police et du personnel d'urgence sur toute la plage et à travers tout le village. On découvrit plus tard que, apparemment, 2 personnes s'étaient noyées dans le lac ce jour-là. Et au final, aller à la plage n'était pas la distraction qu'on aurait voulu avoir. On retourna au chalet vers 19h. On mangea, les enfants jouèrent et on installa tous nos lits dans la même chambre pour notre tranquillité d'esprit après les événements étranges. Une fois que les enfants étaient dans leur chambre pour la nuit, je descendais dans le salon qui avait une grande terrasse en bois faisant face au bois. Il y avait une baie vitrée coulissante qui permettait d'accéder à la terrasse. Mon neveu et moi discutions tranquillement lorsqu'on entendit un tapotement venant de l'arrière de la terrasse. On n'y prêta pas tout de suite attention, mais le bruit s'intensifia et devint plus agressif, comme s'il se rapprochait. Mon neveu, qui avait tout juste la vingtaine à l'époque, m'accompagna. Je ne crois pas l'avoir mentionné, mais à l'époque, j'étais une femme d'une trentaine d'années et on alla vérifier d'où venait le bruit. À ce stade, on vit un homme vêtu d'une chemise grise frappant la terrasse avec une hache. Je reconnus l'homme qui était un de mes ex, contre qui j'avais une mesure d'éloignement. Et dès qu'il vit mon neveu, il s'en alla. J'appelai immédiatement la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Et en seulement 10 minutes, 3 unités armées arrivèrent. Heureusement, tous les enfants dormaient à point fermé dans la chambre à l'étage. La police fouilla un long moment, mais ne le trouva pas. Il faisait très sombre et beaucoup de buissons épais entouraient la propriété. Inutile de dire que ce soir-là, je dormis dans la chambre avec les 5 enfants. Le lendemain matin, on regroupa nos affaires avant de partir, ne voulant pas revivre les événements de la veille. En retournant au chalet environ 1 semaine plus tard, le mot « mort » était gravé sur l'une des fenêtres qui faisait face à la forêt. C'était l'été 2019 et on avait préparé un road trip allant du Texas jusqu'à New York en passant par d'autres États. Notre road trip se passait bien, on s'était aventuré dans des États et des villes vraiment merveilleuses. Dans l'équipage, il y avait mon mari, ses 2 filles, ses parents et moi.
On choisissait avec précaution les hôtels dans lesquels on s'arrêtait parce qu'on avait 2 jeunes enfants. La Quinta avait un très bon avis et se trouvait dans la banlieue de Washington DC. On décida alors d'y aller. En arrivant dans cet hôtel, on remarquait que ses alentours étaient vraiment grossiers, bien que les rues soient remplies d'hôtels. Le Radisson, le Marriott, True, la Quinta, Days Inn, pour en nommer quelques-uns. En revanche, les centres commerciaux et les restaurants proches de cette zone avaient l'air un peu dangereux. Ma famille resta dans la voiture tandis que j'entrais dans le hall pour nous enregistrer et payer. Alors que je marchais vers la réception, une femme me suivit de ma voiture jusqu'à l'entrée et me demanda de l'argent. À partir de là, il y eut de plus en plus de signaux d'alerte. Une fois à l'intérieur, j'appelai mon mari pour lui demander de faire un tour avec la voiture. On décida tout de même de rester parce que ce n'était que pour une journée. On finit par décider de partager une chambre avec mes beaux-parents parce que les alentours avaient l'air vraiment louches. Et je me disais que ce n'était pas une mauvaise idée d'avoir des personnes en plus près de nous. Une fois enregistré, j'allais chercher des pizzas avec mon mari pour toute la famille. On ramena les pizzas, puis on traîna dans la chambre d'hôtel. Ce n'était ni une mauvaise journée, ni une mauvaise nuit. Le lendemain matin, on descendit pour prendre le petit déjeuner continental. Après avoir mangé, je restai en bas, près de la voiture, et commençai à charger celle-ci avec les valises que mon mari et son père avaient descendues. Ma belle-mère était en haut, avec ma fille de 6 mois à l'époque et mon aîné qui avait 3 ans à ce moment-là, suivi de mon mari et son père. Alors, mon mari et moi tenions toujours les mains de nos enfants quand on se baladait quelque part et ce jour-là n'était pas une exception. Mon mari tenait sa main, ma belle-mère descendit avec mon bébé dans les bras, suivie par mon mari et son père parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Mon mari et moi décidions de rester en bas et de charger la voiture. Ma belle-mère tiendrait notre petite dernière et mon beau-père irait à l'étage avec notre aîné. On continua donc de charger la voiture tandis que mes beaux-parents montaient pour vérifier que tout avait bien été descendu. Après cela, mon mari monta pour vérifier une dernière fois la chambre. Il se mit alors soudainement à hurler que notre aîné n'était pas avec eux. Je fermai rapidement le coffre de la voiture et me mis sur la défensive. Je me mis à crier son nom et courir partout. Mon mari fouillait maintenant le 2e étage, toquait aux chambres voisines pour vérifier qu'elle n'était pas là. Les parents de mon mari s'arrêtèrent et se mirent à pleurer. Voyez-vous, l'hôtel dans lequel on séjournait faisait 3 étages. Alors qu'on courait partout, j'étais en bas. Mon mari était au 2e étage et mes beaux-parents se tenaient debout près des escaliers, en train de regarder dans le vide. Quelques piétons vinrent nous aider à chercher partout. Il y avait un commissariat dans cette zone et ils m'avaient entendu hurler. Alors la police était arrivée en moins d'1 minute parce qu'ils m'avaient entendu hurler son nom. La police nous demanda une description et réclama une photo. Notre aîné descendit enfin du 3e étage. On n'avait même pas eu le temps de le vérifier. Tout s'était passé en moins de 4 minutes et nous cherchions partout. On était vraiment reconnaissants de l'avoir trouvé. On quitta l'hôtel et on ne retourna plus jamais dans les hôtels qui paraissaient ne serait-ce qu'un petit peu suspects. On préférait dépenser un peu plus d'argent et dormir dans un hôtel sûr dans lequel on était en sécurité. On pensa qu'elle était montée à l'étage parce qu'on avait des escaliers à la maison. Alors elle était montée en cherchant son père. Mais il y avait une femme de ménage au 3e étage qui nous regardait. Ses yeux étaient inexpressifs et froids. J'appelai l'hôtel et demandai à voir les vidéos de sécurité, mais on ne reçut jamais rien. On décida de passer à autre chose parce que notre fille était en sécurité avec nous. Cette année, notre aînée a fêté ses 6 ans. On lui a raconté cette histoire et elle en avait en réalité quelques souvenirs. Elle nous raconta que la femme de ménage lui avait fait signe de la main et était montée à l'étage. Puis, elle m'avait entendu hurler son nom. Les parents, s'il vous plaît, soyez prudents quand vous partez en vacances, surtout si vous emmenez vos enfants. Mon mari et moi ne lâchons plus nos enfants maintenant et nous ne dépendons plus de ses parents. Pendant ma première année d'université, je venais de rompre avec mon copain. Et comme une jeune étudiante naïve, j'étais dévastée. C'était juste au moment où je venais de rencontrer mon stalker, Scott. Scott était super bizarre et il ne m'intéressait pas le moins du monde. Un jour, il était devant ma résidence et il me posait une question, quelque chose du genre si je voulais sortir avec lui. Je lui répondis que non et que j'avais un copain, ce qui était de toute évidence un mensonge. Je passais alors à autre chose et oubliais cette conversation ainsi que Scott. Cette interaction avait eu lieu pendant le 1er semestre. Alors que l'année touchait à sa fin et que j'étais enfin de retour chez moi pour l'été, je reçus un message sur Facebook venant de Scott dans lequel il me saluait puis continuait en me disant que je devais lui répondre sinon il me ferait du mal. Je ne rigole pas. Il m'envoya exactement le même message plus d'une centaine de fois. Oui, j'avais compté. C'était terrifiant. Et j'appelais ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé et lui dire que je connaissais à peine ce type et qu'on avait parlé une seule fois pendant 2 secondes. Alors que j'étais au téléphone, il commença à m'envoyer encore plus de messages, mais cela était différent. C'était comme s'il était en train de discuter avec moi sans que je réponde réellement.
Une seconde, il me disait à quel point il m'aimait, puis la seconde d'après, il me disait à quel point il voulait me faire du mal et comment il allait me tuer. Comme vous pouvez l'imaginer, après tout cela, je le bloquais. À ce stade, ma mère m'avait forcé à appeler la police qui vint chez nous pour enregistrer ma plainte. En gros, ils me conseillèrent de le signaler à l'école. Mon père finit par appeler mon école et leur expliqua que ce type ne pouvait pas rester dans la même résidence que moi à mon retour. Et lui répondirent que tant qu'il ne m'agressait pas physiquement, il ne pouvait rien faire. Alors tant qu'il ne mettait pas ses menaces à l'œuvre, je devais juste attendre et surveiller mes arrières. Alors après avoir bloqué au moins 5 comptes différents créés par Scott, je n'entendis plus parler de lui jusqu'à la fin de l'été. Le premier semestre arriva et je ne le vis pas pendant les 2 premières semaines. Puis un jour, alors que je mangeais à la cafétéria avec une amie, il arriva derrière moi, déposa un sac cadeau sur ma table et s'en alla. Je demandai à mon amie de le jeter, mais elle refusa et proposa de l'ouvrir. Je ne voulais pas l'ouvrir, parce qu'il aurait eu alors l'impression que j'allais l'apprécier. Et à ce stade, il était complètement psychotique selon moi. Elle l'ouvrit et à l'intérieur se trouvaient mes 2 bonbons préférés. Et j'ignorais comment il pouvait le savoir. Après y avoir réfléchi quelques jours plus tard, je me rappelais que j'avais un compte modèle Mayhem qui indiquait mes bonbons préférés. Il avait de toute évidence fouillé sur internet. Bref, il y avait aussi une lettre qui disait qu'il était vraiment désolé, blablabla. Bla bla bla. Après ce jour, je n'entendis plus parler de lui pendant un moment. Je l'apercevais et il me fixait de manière très flippante. Vous savez, comme quand on regarde du coin de l'œil. Ouais, ce genre de regard. Alors j'ai décidé de quitter mon école et d'être transférée dans une autre école pendant le printemps. Après mon départ, je reçus plus de messages de sa part et je le bloquais à chaque fois, compte après compte. Il me tweeta alors une tonne de menaces folles et d'une manière ou d'une autre, il avait trouvé le numéro de ma mère. Ma mère finit par contacter sa mère puisque c'était le numéro depuis lequel il appelait. Elle découvrit pourquoi Scott me harcelait et m'envoyait des menaces. Tout d'abord, sa mère lui expliqua que Scott avait 26 ans. C'était complètement fou de penser qu'il avait laissé une personne de 26 ans vivre dans une résidence avec des personnes de 17 et 18 ans. Je pense que les appartements universitaires devaient être réservés aux personnes de 26 ans. Mince, j'ai 28 ans maintenant et jamais je ne dormirai dans une résidence universitaire. Bref, elle découvrit aussi que Scott était schizophrène et que lorsqu'il ne prenait pas ses médicaments, il entendait ma voix dans sa tête. Pour rappel, je n'avais rencontré ce type qu'une seule fois. Notre interaction avait été très courte et je ne lui avais pas reparlé après ça. Comment est-ce qu'il pouvait entendre ma voix dans sa tête ? Elle continua alors en disant qu'elle s'assurerait qu'il prenne ses médicaments pour qu'il arrête de me contacter. Je décidai que j'en avais assez et que j'avais besoin d'une ordonnance de protection contre lui pour être protégée légalement. Ce n'était pas comme si ça allait le tenir à l'écart, c'était plutôt une protection dans ma tête, mais je n'entendis plus jamais parler de lui. Alors Scott, si jamais tu entends ça et que tu te reconnais, j'espère sincèrement que tu ne me recontacteras plus jamais. Cela m'arriva alors que j'avais à peine 20 ans. Je venais de terminer mon 2e service au boulot. Quelques amis qui travaillaient avec moi me demandèrent si je voulais traîner avec eux à la plage. J'avais prévu de rentrer chez moi, de commander une pizza et de regarder un peu la télé. Mais c'était un vendredi soir en juillet et aller à la plage me paraissait être une bonne idée. Je suis une femme, mais 2 de mes amis étaient des hommes. Cela faisait environ 3 ans qu'on travaillait et traînait ensemble. Alors je leur faisais complètement confiance. Et aller à la plage avec eux aussi tard le soir ne m'inquiétait pas du tout. On choisit une plage, un parc, qui était dans une zone sûre où j'avais grandi. Alors que je tournais sur la route qui menait à la plage, je crus voir quelqu'un marcher au niveau de la zone de pique-nique. J'en parlais à mes amis qui me dirent qu'ils n'avaient rien vu. Alors je me dis que ce n'était qu'une ombre créée par la pleine lune. Je me garai, puis on sortit pour commencer à marcher dans le sable. La nuit était chaude et venteuse. Je me rappelle qu'on rigolait à ce que l'un de nous venait de dire et on était juste vraiment insouciants. Du moins, jusqu'à ce qu'on le voie. Pour vous donner du contexte, la route d'accès à la plage était en pente et tournée vers la droite. On pouvait accéder à la route depuis l'arrière de la zone de pique-nique en passant par une zone en pente dans les arbres. Il y avait un chemin en ciment qui menait à la plage, mais c'était plus loin que la zone de pique-nique. Donc ce type décida de garder son équilibre en se frayant un chemin à travers les arbres pour atteindre la route et, je suppose, nous. Et il était rapide. La lumière de la lune souligna brièvement son physique, il était énorme. On fit immédiatement demi-tour et on commença à courir jusqu'à ma voiture. Et comme dans une scène de film d'horreur, je tombais. Mais je me fichais de me faire mal, alors je me relevai tout de suite et repris mon allure. Ma voiture était un taudis et les portes ne se verrouillaient pas.
Ce fut une bonne chose cette nuit-là. On sauta dans la voiture et je commençai à farfouiller dans ma poche avant pour essayer de trouver mes clés. Je démarrai ma voiture et me mis en route. J'avais à peine mon pied sur la pédale lorsque le type s'approcha suffisamment près pour frapper mon coffre. Je dégageai ma voiture de là comme une dingue et roulai jusqu'à une zone peuplée quelques kilomètres plus loin avant. Et aucun d'entre nous n'avait dit un seul mot. Je m'étais plutôt bien éraflé le genou et j'avais troué mon jean en tombant. J'avais aussi des éraflures partout sur les mains. J'ai continué d'aller à cette plage jusqu'à déménager dans un autre état quelques années plus tard, mais je n'y suis jamais retournée de nuit. Travailler comme livreur pour DoorDash est un super boulot depuis que j'ai emménagé à Converse, au Texas. Je récupère majoritairement des livraisons dans San Antonio, mais j'en trouve parfois qui me font sortir de Converse et m'emmènent un peu plus en campagne. Avant, ces livraisons ne me dérangeaient pas. J'acceptais n'importe quoi tant que je pouvais le faire. Mais après cet incident qui m'a emmené dans un ranch texan, je ne livrerai plus jamais en dehors de Converse et San Antonio. Il était environ 20h30 et je récupérais une commande que je devais livrer au milieu de nulle part. C'est ce qui est fou avec le Texas. Une seconde, vous êtes dans une grande ville et celle d'après, il n'y a quasiment plus rien autour de vous à des kilomètres. Alors que je roulais à la recherche de l'entrée de cette énorme propriété, je commençais à suivre une grande clôture qui bordait la rue en me disant qu'elle finirait éventuellement par me mener à l'entrée. Et j'avais raison. J'arrivais sur une petite allée qui menait à un grand portail électrique avec un boîtier électrique sur lequel il fallait taper un code pour entrer. On ne m'avait pas donné de code, alors je décidai de contacter la personne qui avait passé commande. Elle me répondit dans la minute avec un message qui disait « Le code est dièse 6660. Bienvenue dans la famille ». Cette dernière phrase me laissa perplexe, mais je me penchai par la fenêtre et tapai le code, rigolant en pensant au fait qu'ils avaient utilisé 666 comme code. Au bout d'une seconde, le portail émit un énorme bruit sourd, puis s'ouvrit lentement en glissant sur des rails rouillés. Le portail s'ouvrit sur un long chemin sinueux bordé d'arbres de chaque côté. Ils avaient dû être plantés là par les propriétaires il y a bien longtemps, parce qu'ils ne paraissaient étrangement pas à leur place comparés aux champs arides qui entouraient le ranch. Je commençai à descendre l'allée et ne pus m'empêcher de secouer le sentiment effrayant qui m'envahissait. J'étais tendue. Et tant mieux, parce qu'en prenant un petit virage au milieu de l'allée, mes phares révélèrent un homme grand et pâle, portant un costume noir couvert de crasse. On se regarda droit dans les yeux pendant un moment. Aucun de nous ne bougeait. J'étais sous le choc. Je finis par trouver le courage de légèrement baisser ma fenêtre et crier « C'est vous qui avez passé commande ?» Mais il ne répondit pas. Il fit simplement un pas sur le côté avant de pointer du doigt l'allée comme pour me dire de continuer d'avancer. Ce que je fis avec réticence. Je continuais d'avancer dans l'allée et je ne pouvais pas m'empêcher de croire que derrière chaque arbre se cachaient d'autres personnes portant des costumes similaires à celui de l'homme que j'avais croisé dans l'allée. Mais je continuais d'avancer jusqu'à enfin voir une maison en face de moi, mais elle paraissait tout droit sortie de mon pire cauchemar. Il y avait au moins une douzaine d'hommes, voire plus, debout sur le porche de la grande maison et tout le long de l'allée, tous vêtus de costumes recouverts de crasse, certains noirs et d'autres gris. Je me figeais, je ne savais pas quoi faire, mais je savais très bien que rien ne pourrait me faire sortir de ma voiture à ce moment-là. Après être resté dans cette allée à fixer le groupe d'hommes étranges, je me rendis compte que l'un d'entre eux tenait quelque chose dans la main. Mes yeux s'écarquillèrent quand je réalisai de quoi il s'agissait et je passai rapidement la marche arrière. L'un des hommes sur le porche tenait dans ses mains un genre de fusil. Je n'étais pas assez près pour voir quel genre exactement, mais je savais que c'était une arme à feu. J'écrasai mon pied sur l'accélérateur et lançai ma voiture en marche arrière pour me retourner et sortir de là le plus vite possible. À ce stade, je remarquai que certains des hommes commençaient à s'approcher de ma voiture. Après avoir complètement fait demi-tour, je repassai ma voiture en marche avant et mis le pied au plancher. Je laissai échapper un cri en entendant une énorme détonation suivie de mon pare-brise arrière qui volait en éclats. Je me penchai en avant et baissai la tête aussi bas possible tout en continuant de regarder par-dessus le tableau de bord. Alors que je descendais l'allée, je pouvais voir un homme apparaître derrière chaque arbre que je passais et s'avancer sur le chemin sur lequel je roulais. Heureusement, aucun d'entre eux n'avait l'air armé. Je réussis à quitter l'allée et à rejoindre la route. Et alors que je passais le portail toujours ouvert, je vis qu'il commençait à se fermer. Ils essayaient de me bloquer à l'intérieur avec eux. Je filais sur la route à toute vitesse et appelais les urgences sur le chemin vers la gendarmerie et leur expliquais ce qu'il venait de m'arriver. Ils étaient confus quand je leur donnais l'adresse parce qu'ils la connaissaient déjà et la propriété était apparemment abandonnée depuis une décennie. Mais le temps que la police arrive au ranch, la propriété leur semblait toujours abandonnée et il n'y avait personne aux alentours. 3 heures après être enfin rentrée chez moi, vers 2h30 du matin, je reçus un message qui disait « T'es parti où ?» On commençait seulement à s'amuser. C'était la dernière fois que je prenais une livraison en dehors de la ville.
J'ai commencé à travailler pour DoorDash peu après le début de la pandémie, il y a environ 2 ans et demi. Et au début, j'adorais ça. Je venais de finir le lycée et je gagnais pas mal d'argent en faisant des livraisons dans Brooklyn et les quartiers alentours. Le plus sympa dans ce job, c'est que je pouvais choisir mon emploi du temps et puisque je n'avais rien de mieux à faire, je passais autant de livraisons que possible pour gagner autant d'argent que possible tant que je le pouvais. Si j'ai arrêté, c'est uniquement parce que j'avais perdu ma voiture et ne pouvais pas me permettre d'en acheter une autre sans trouver un autre job moins mobile. Vous voyez, je faisais comme à mon habitude et attendais qu'une commande soit passée pour que je puisse aller la chercher et gagner quelques dollars. Et lorsqu'une commande arrivait enfin, je me dépêchais de la réserver et prenais la route pour aller la chercher. C'était une pizzeria que je connaissais, alors ce n'était pas compliqué de trouver une place pour me garer et récupérer la nourriture. Et au moment où la commande fut prête, j'étais déjà là, prête à la récupérer. Je me dépêchais de retourner à ma voiture, tout en prévenant la personne qui avait commandé la pizza que j'avais récupéré sa commande et que je me mettais en chemin. Je regardais mon téléphone et vis que la livraison était pour un immeuble à quelques pâtés de maison d'ici et en un rien de temps, j'étais en route avec la nourriture. Il me fallut environ 6 minutes pour arriver à la localisation de l'immeuble et heureusement, ce n'était pas trop compliqué de se garer dans la rue à cette heure de la journée. Je réussis donc à trouver une place directement à côté de l'immeuble. Maintenant, c'était une livraison sans contact. C'est-à-dire que je devais laisser la nourriture à la porte, la prendre en photo, prévenir la personne qui avait commandé que sa pizza était en bas, et c'était leur responsabilité de venir la récupérer. Alors je m'avançais jusqu'à la porte et déposais la nourriture dans un endroit sûr. Et alors que je sortais mon téléphone de ma poche, je remarquais un groupe de jeunes hommes qui n'avaient pas l'air d'avoir plus de 16 ans. Je ne pus pas m'empêcher de remarquer qu'ils n'arrêtaient pas de me jeter des coups d'œil. Alors dans ma tête, je me disais qu'ils pensaient simplement à essayer de récupérer la nourriture. Alors je ne me sentis pas du tout en danger et continuais mes affaires. Je sortis mon téléphone et commençai à prendre une photo de la nourriture. J'appelais même le numéro qui était affiché pour prévenir la personne qui avait commandé que sa nourriture était en bas. Je ne voulais surtout pas qu'elle perde plus de temps sans cette délicieuse pizza. En raccrochant, je jetai à nouveau un œil à l'angle de l'immeuble et cette fois, je vis que le groupe tout entier me fixait. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais très mal à l'aise et je me dis qu'il était temps que je parte. Alors je me tournai et m'avançai vers ma voiture. Je pouvais voir le groupe se déplacer en dehors de mon champ de vision. Il marchait vers moi. Mais encore une fois, dans ma tête, je me disais qu'il voulait la nourriture. Alors j'essayais de ne pas flipper et continuer d'avancer jusqu'à ma voiture. C'est là que j'entendis l'un d'entre eux me hurler. « Hé, monsieur !» J'essayais de l'ignorer, mais il recommença. « Hé, monsieur, attendez une seconde !» Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre de pourquoi, mais je m'arrêtais net et me retournais vers le groupe qui essayait d'attirer mon attention. Mais en me tournant, je compris rapidement quelles étaient leurs intentions. Dès que je fis face à eux, j'entendis 3 bruits qui ressemblaient presque à de petits feux d'artifice et au même moment, je vis 3 flashs venir d'un petit pistolet que l'un des adolescents tenait dans la main. Au début, je ne sentis rien, mais lorsque ma jambe céda sous moi, je baissai les yeux et sus tout de suite que j'avais été touchée. Je m'écroulai au sol et la douleur arriva. Je hurlai à l'aide en pensant qu'ils allaient me tuer pour je ne sais quelle raison. Mais je fus soulagée quand le groupe me dépassa pour courir jusqu'à ma voiture sur laquelle j'avais laissé les clés. J'entendis des gens hurler autour de moi alors que la voiture démarra. La personne qui avait commandé la nourriture était sortie et c'est elle qui appela les urgences pour moi. Je n'ai jamais récupéré cette voiture. Mais heureusement, je n'ai pas perdu la capacité de marcher après tout ça. Et j'ai clairement tiré une leçon sur le fait d'être conscient de ce qui m'entoure. Quand j'ai déménagé à l'université pour la première fois, mes parents m'avaient acheté une vieille Toyota Matrix abîmée pour que je puisse venir à la maison quand je voulais. Je finis par détester ce vieux tas de ferraille, mais elle m'emmenait d'un point A à un point B. Elle m'avait permis de trouver du boulot comme livreur pour une pizzeria, alors j'apprécie toujours le geste. Mais une nuit, alors que je faisais une livraison, quelque chose arriva et depuis cette nuit-là, je ne suis plus jamais remontée sur le siège conducteur. Donc, comme je l'ai dit, je faisais des livraisons à soir et je venais de remonter dans ma voiture après avoir déposé un tas de pizzas dans un immeuble lorsque je réalisais soudainement que je n'avais pas verrouillé le côté passager. Et si je fis cette réalisation, c'est parce que ce type ouvrit la portière et monta dans ma voiture. Et au moment où je m'apprêtais à dire au gars de sortir, je vis qu'il avait une arme. J'avais trop peur de dire quoi que ce soit et il pointa l'arme directement vers mon visage avant de dire essoufflé « Roule !» Alors que je m'engageais sur la route, tremblant littéralement sur mon siège, j'aperçus dans mon rétroviseur 2 flics déboulés d'une allée et c'est alors que je compris que c'était probablement après lui qu'ils couraient. Ils avaient probablement eu assez de temps pour noter ma plaque d'immatriculation. J'avais raison sur ce point-là, parce qu'avant même de m'en rendre compte, je vis des lumières clignoter dans mon rétroviseur.
Je n'eus même pas besoin de regarder le gars. Je le vis lever son arme, la pointer vers moi et dire « Si t'arrêtes cette voiture, je te fais sauter la cervelle ». Alors je continuais de conduire, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive dans la banlieue. Les flics restèrent derrière moi tout le long, sans même nous hurler de nous arrêter dans leur mégaphone ou peu importe comment ça s'appelle. Et je pensais que c'était parce qu'ils savaient que le type m'avait pratiquement carjacké et qu'il y avait une prise d'otage. Tout le long, le type me disait d'accélérer et tout ce que je répondais était « Je peux pas, c'est un tas de ferraille. Si je mets le pied au plancher, le moteur risque de lâcher. » Alors il se contenta de retarder l'inévitable aussi longtemps que possible. Je ne sais pas exactement pendant combien de temps on resta sur la route parce que la petite horloge digitale était morte. Mais au bout d'un moment, on finit par apercevoir des champs et ma jauge d'essence commença à clignoter. Je dis alors au type que si on n'essayait pas au moins de s'arrêter pour mettre de l'essence, on finirait juste par ne plus pouvoir rouler. Il m'ordonna de m'arrêter à la première station essence qu'on verrait. Alors je m'exécutais. Mais pas avant que le type sorte son téléphone pour appeler les urgences et pour expliquer à la personne à l'autre bout du fil ce qu'il se passait dans les détails et pour lui dire de prévenir les flics que s'ils approchaient de la voiture pendant qu'on faisait le plein, ils tueraient l'otage. Moi. On finit par s'arrêter à une station essence au milieu de nulle part et j'étais complètement terrifiée mais je lui demandais s'il voulait que je sorte pour faire le plein. Il regarda autour de lui et vit que c'était le genre de pompe où il fallait payer en premier. Alors il refusa, mais il devait réfléchir à une solution avant de me laisser sortir de la voiture. Les flics gardèrent une distance de sécurité pendant tout ce temps-là, puisqu'ils pensaient évidemment que le type était prêt à me tuer. Et je mentirais si je disais que je ne pensais pas la même chose. Pendant tout ce temps-là, ils hurlèrent dans leur mégaphone de laisser partir l'otage, qu'ils pourraient trouver un arrangement et que personne n'avait besoin de mourir aujourd'hui. Malcolm, rends-toi, on va te trouver de l'aide. Il essayait de gagner du temps en pointant l'arme contre ma tête de temps en temps pour dissuader les flics et je vous jure qu'à chaque fois qu'il le faisait, je croyais qu'il allait appuyer sur la détente et mettre fin à tout ça. Mais en y repensant, s'il avait fait ça, les flics auraient juste assailli la voiture et lui auraient tiré dessus. En tout cas, selon moi. Puis vint un moment où je me rendis compte qu'il essayait de trouver une solution pour sortir du pétrin dans lequel il s'était enfoncé. Il savait qu'il ne pouvait pas sortir de la voiture pour demander aux vendeurs de débloquer la pompe, parce qu'ils iraient tout de suite se planquer en voyant que la situation était dangereuse. Et il n'y avait aucun moyen d'attirer leur attention. Puis il eut ensuite l'air convaincu que si je sortais de la voiture, j'allais tout de suite courir vers les flics, ce qui, pour être honnête, était mon plan d'évasion à ce moment-là. Il me demanda jusqu'où on pourrait aller avec l'essence qu'il me restait et je lui répondis sûrement 1 kilomètre ou 2. Vraiment pas loin, et il laissa s'échapper un profond soupir, comme un ballon qui se dégonflait, qui était sûrement exactement ce qu'il se passait. Il était à court d'idées. Il savait que c'était la fin, et c'est à ce moment-là que je compris que c'était justement maintenant qu'il était le plus dangereux. J'étais plutôt convaincue que j'allais mourir à ce stade. Je m'étais mis en tête que le type allait juste partir en beauté, en me tirant dessus avant de tirer le reste de ses munitions sur les flics. Alors je l'entendis se dire à lui-même « Et merde !» avant de faire un truc à son arme, genre enlever la sécurité ou un truc comme ça. Je me dis que le moment était venu. C'est comme ça que ma vie se termine, dans une voiture de merde, avec un putain de fou. Je fermais les yeux, sentis mes mains agripper le volant si fort que je pouvais le sentir trembler, et puis bang. Et 1 seconde plus tard, au lieu de me sentir partir, je me rendis compte que je pouvais ouvrir les yeux. Mais alors la première chose que je vis fut quelques gouttes de sang sur le tableau de bord du côté passager. Et alors, en me tournant, je me mis immédiatement à avoir la nausée. Parce que le type avait évidemment fourré le flingue dans sa bouche avant d'appuyer sur la détente. Parce qu'il y avait 1 tonne de sang et des morceaux de cerveau partout sur le plafond de ma voiture. J'ouvris ma portière et me mis à vomir, les mains au-dessus de ma tête, alors que j'entendis les flics me hurler de me mettre à terre. Je dus m'allonger dans mon propre vomi, juste là, alors qu'ils couraient jusqu'à moi avec leur flingue pointé sur moi au cas où j'étais dans le coup. Ça a l'air fou, mais... vraiment, je m'en fichais, parce que je savais que c'était terminé, que j'étais en sécurité, enfin plus qu'avant, tout allait mieux. Genre, je pense même pas pouvoir décrire avec des mots à quel point je me suis sentie soulagée. C'était comme si j'étais défoncée. On voit et on entend parler des gens qui pleurent après ce genre de choses, et je suppose que c'est comme ça qu'ils gèrent l'émotion. Mais pour moi, c'était presque comme si j'avais gagné quelque chose, comme si j'avais vaincu le carjacker en survivant ou un truc du genre. Bref, je ferais mieux de m'arrêter avant que ça devienne trop abstrait. Mais je peux clairement dire que je ne souhaite ce genre d'expérience à personne. Jamais. Je suis livreur de pizza. C'est de loin la chose la plus flippante qu'il me soit arrivée. C'était il y a environ 1 an. Je travaillais un jeudi soir et il y avait généralement pas mal de boulot. Je fis plusieurs livraisons et plus les heures passaient, plus les choses se calmaient. Vers 1h du matin, je reçus une livraison pour une pizza au fromage. Je la mis alors dans ma voiture et conduisis jusqu'à l'endroit indiqué à environ 10 minutes de là.
C'était dans une zone de la ville où j'allais rarement livrer, et c'était un peu plus délabré. J'arrivais à l'adresse et vis une maison sur 2 niveaux avec un jardin plutôt grand et pas mal de plantes et d'arbres qui avaient trop poussé. C'était un peu délabré, comme la plupart des maisons de la zone, et il y avait un Porsche à l'avant qui semblait faire le tour de la maison. Je sortis de ma voiture, attrapais la pizza et m'avançais sur l'allée vers la maison. Je montais alors les marches vers la porte et sonnais. Environ 30 secondes passèrent et j'allais à nouveau sonner quand la porte commença à s'ouvrir. Un homme ouvrit la porte. Il était plutôt large et chauve et semblait avoir la cinquantaine. Il resta là à me fixer pendant une seconde. Je lui dis que j'avais sa pizza et lui tendis la boîte. Il avait presque l'air surpris et me répondit « Oh, ok, c'est cool ». Puis il regarda simplement autour de lui. Il me semblait un peu bizarre. Puis il m'expliqua qu'il devait aller chercher de la monnaie pour me donner un pourboire et qu'il revenait tout de suite. Il retourna à l'intérieur et ferma la porte. Je l'attendis là pendant 2 ou 3 longues minutes, mais l'homme ne revint toujours pas. Je songeais simplement à partir lorsque j'entendis du bruit et pensais alors que l'homme était en train d'arriver. Mais en écoutant plus attentivement, je compris que ça ne venait pas de l'intérieur. Ça venait de dehors, sur le porche. Je regardais dans la direction du bruit et vis alors sur le côté de la maison, sur le porche, 3 hommes s'approchant, à environ 30 mètres de moi. Je suppose que c'était juste mon instinct, mais dès que je les vis, je me retournai et courus à toute vitesse le long de l'allée. En faisant ça, j'entendis les 3 hommes se mettre à courir derrière moi. Je courus aussi vite que je le pouvais jusqu'à ma voiture, la déverrouiller et sautai à l'intérieur. Je démarrai frénétiquement le moteur et mis le pied au plancher. Dès que ma voiture commença à avancer, les hommes arrivèrent à mon niveau. L'un d'eux frappa la porte de mon coffre et un autre essaya d'ouvrir la portière de l'autre côté, mais je réussis tout juste à m'échapper. Je sortis rapidement du quartier et fis tout le chemin vers la pizzeria. Je pense que cette livraison était un genre de piège pour m'attirer là-bas et me faire racketter ou peut-être même pire. Je n'ai plus vraiment fait de livraison dans cette zone depuis, mais quand j'en fais, je fais vraiment attention. Je suis une femme de 21 ans et il y a environ 3 ans, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de trouver du boulot comme livreuse de pizza. On vivait dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait une petite pizzeria. Mon grand frère avait été livreur de pizza là-bas l'année dernière. J'y allais un jour pour déposer mon CV pour travailler là-haut. Le propriétaire était un homme d'âge mûr qui s'appelait Gary. Il m'annonça que j'étais engagée dès que je demandais à déposer mon CV. Je pensais qu'il blaguait, alors je rigolais, mais il m'expliqua qu'il était sérieux. Je me rappelais que mon frère m'avait dit que Gary était un peu bizarre, mais je m'en fichais un peu tant que j'avais un travail. Je fus formée la semaine d'après, et peu après, je faisais ma première vraie journée là-bas. Je devais travailler de nuit, et en arrivant, il n'y avait que moi, Gary et un autre gars qui allait au même lycée que moi et qui s'appelait Mike. Comme je l'ai dit, c'était un petit endroit et un petit village, alors généralement on n'avait pas beaucoup de monde. J'attendais et passais la serpillière quelques minutes avant qu'une commande pour une livraison tombe. Généralement, ça fonctionnait comme ça. Gary faisait les pizzas et le livreur les emmenait. Une fois la pizza prête, on me demanda d'aller la livrer. Alors je pris l'adresse et la pizza avant de monter dans ma voiture. Mais Gary me suivit. Il m'expliqua qu'il voulait monter avec moi pour s'assurer que je faisais bien la livraison. Ça m'ennuyait un peu, parce que je savais que j'allais bien le faire et que je ne voulais pas qu'il vienne avec moi. Je me disais que ce serait vraiment gênant et puis Gary me faisait un peu flipper. Mais c'était le patron, alors je n'avais pas le choix. Il monta et je nous emmenai à l'adresse sans problème. Gary ne parla pas vraiment sur la route, il ne fit que m'observer. En arrivant à la maison, je sortis de la voiture et je livrai la pizza. Gary, lui, resta dans la voiture à m'attendre. En retournant à ma voiture qui était garée dans la rue, je vis que Gary était maintenant assis au volant et me faisait signe de m'asseoir sur le siège passager. Je montai et lui demandai pourquoi il conduisait. Il répondit qu'il devait me montrer quelque chose. J'avais un mauvais pressentiment et je n'aimais vraiment pas que Gary conduise ma voiture. Je lui demandai à nouveau ce qu'il faisait sur un ton un peu plus sévère cette fois, mais il ne me répondit pas et se concentra sur la route. Il commença à prendre la route du retour, mais finit par tourner sur une route par laquelle on ne devait pas passer. Puis Gary se mit à parler, mais le ton de sa voix avait changé. Il lâcha « Ferme-la ». Je sus alors que j'avais des ennuis. J'avais peur de ce que Gary puisse faire, et il était bien plus grand que moi. Il prit une route qui nous menait encore plus dans un endroit désert et on roula pendant plusieurs minutes. Je vis alors un panneau stop s'approcher, je fis ce que je sentais que je devais faire et dès que la voiture avait suffisamment ralenti, j'ouvris la porte et sortis puis courus aussi loin que je le pouvais. Je commençais à courir dans l'herbe puis dans un genre de bois. J'entendis sa portière s'ouvrir alors que je courais et je l'entendis crier mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je me mis alors à courir encore plus vite. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais qu'il fallait que je parte. Je courus aussi longtemps que possible avant d'arriver à bout de souffle et de me cacher derrière un arbre. Je ne l'entendis pas, alors je décidai de sortir mon téléphone et d'appeler ma mère.
Je lui racontais ce qui s'était passé et elle me demanda d'activer ma localisation pour qu'elle puisse venir me chercher. Elle arriva environ 15 minutes plus tard, puis appela la police. Ma voiture et Gary avaient tous les deux disparu. Il finit par être retrouvé et arrêté une semaine plus tard. Ma voiture fut retrouvée dans sa voiture. Son restaurant fut fermé et je finis par trouver un boulot dans un supermarché local. J'ai récemment déménagé à l'autre bout du pays, dans un nouveau village pour les cours. Je réussis à trouver du boulot en tant que livreur de pizza plutôt facilement. Je l'ai déjà fait avant et j'aime bien, parce que c'est relativement simple et que je me fais pas mal d'argent avec les pourboires. Je fais beaucoup de services tard la nuit. Il y a quelques nuits, je travaillais et je reçus une commande vers 2h du matin. C'était pour une grande pizza au fromage. À cette heure-là, on n'était pas nombreux à travailler. Alors je préparais moi-même la pizza, la mis dans ma voiture et partis la livrer. Je ne connaissais pas très bien la zone, alors je mettais toujours l'adresse sur mon GPS et suivais les indications. Je montais dans ma voiture et entrais l'adresse. Le GPS annonça 15 minutes de route. La route semblait m'emmener au milieu de nulle part. Je conduisis environ 10 minutes dans les bois, sans un bâtiment ou une maison à l'horizon. Puis enfin, je devais tourner sur un petit chemin de terre que je voyais à peine. S'il ne s'était pas affiché sur mon téléphone, à mon avis, je l'aurais certainement loupé. Je ralentissais et tournais sur le petit chemin en terre. Selon mon GPS, je devais continuer sur cette route pendant environ 1 km de plus, puis ensuite tourner à gauche et je serais arrivé à destination. Je commençais à rouler sur le chemin qui était entouré par la forêt, puis mon téléphone perdit soudainement tout son réseau. Ça ne m'étonnait pas vraiment tellement j'étais loin de la ville, mais j'étais inquiet parce qu'il fallait que je trouve la maison où livrer la pizza. Je continuais de rouler vraiment lentement et cherchais une route sur la gauche jusqu'à ce que je la voie enfin et tourne. C'était encore un chemin de terre, mais la forêt de chaque côté était encore plus dense. C'était vraiment étrange d'être sur cette route à une telle heure dans la nuit, surtout ne sachant pas où j'étais. J'avançais très lentement sur la route, cherchant de chaque côté de la route une maison ou un genre de bâtiment ou quelqu'un qui aurait pu commander une pizza, mais je ne voyais que des arbres de la forêt dense et de l'herbe. Je n'avais toujours aucun réseau sur mon téléphone, mais je savais que je devais être proche du lieu de livraison. Il faisait vraiment sombre et c'était dur de voir avec la seule lumière venant de mes phares. Je ne voyais rien du tout qui ressemblait à un bâtiment. Je commençais à avoir un pressentiment flippant là-bas et après 5 minutes à rouler sur ce chemin et à chercher, je décidai de faire demi-tour parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas de bâtiment. Je fis alors demi-tour jusqu'à l'autre chemin en terre, puis jusqu'à l'endroit où j'avais encore du réseau. Je finis enfin par avoir de la connexion sur mon téléphone et je regardais alors à nouveau la carte. Mais l'adresse avait été effacée. Je trouvais la carte sur laquelle j'avais noté l'adresse et l'entrais à nouveau dans le GPS. Mais cette fois, il ne trouva pas l'adresse. Je décidai que j'allais simplement rentrer et essayer de comprendre ce qui s'était passé. En revenant au restaurant, je montrai l'adresse à mon patron et lui expliquai ce qui s'était passé. Il eut l'air surpris lorsque je lui racontai tout ça, puis m'expliqua qu'il n'y avait pas du tout de maison ou de bâtiment dans cette zone. Je retournai alors voir la commande, mais elle avait disparu. Je mis tout ça sur le compte du manque de sommeil. Mais encore aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que j'étais juste vraiment fatiguée, mais c'était quand même une expérience vraiment flippante. Ayant grandi dans un petit village dans le Colorado, je n'avais pas des tonnes d'options niveau travail en tant qu'adolescent de 19 ans qui n'a pas été à l'université. Alors, lorsque j'eus mon permis de conduire, je finis par trouver un boulot dans l'un des restaurants où j'adorais manger dans le temps. Il y avait un poste de livreur et je m'occupais aussi des tables quand il n'y avait pas de commandes à livrer. Le rayon de livraison n'était pas très grand, seulement d'environ 4 km, mais en sachant que la zone autour du village était majoritairement faite de forêts montagneuses, certaines livraisons pouvaient prendre presque 40 minutes. Mais ce n'était pas un problème, j'adorais conduire et j'adorais voir les paysages autour de moi pendant mes livraisons. Cependant, un soir, Mère Nature me montra à quel point elle pouvait être terrifiante. Le restaurant avait reçu une commande en livraison et je reconnus tout de suite l'adresse. C'était l'un de nos clients réguliers. Et une fois la nourriture prête, il ne fallait que 15 minutes de route. En montant dans ma voiture, je n'eus même pas besoin de mettre le GPS parce que je savais exactement à quelle maison j'allais. C'était une petite maison sans étage qui se trouvait au milieu des bois. J'adorais la grande allée en gravier qui menait à la maison. Je voyais toujours des petites bestioles comme des écureuils et d'autres courir à travers les arbres et le long du muret en pierre qui longeait l'allée. Cette allée débouchait alors sur une zone qui pouvait accueillir environ 4 voitures, ce que j'adorais parce qu'il n'y avait toujours qu'une seule voiture de garée là-bas. Alors j'avais toujours la place de facilement faire demi-tour sans avoir à faire de manœuvre. Alors que je roulais le long de cette allée ce soir-là, je fus surpris de ne voir aucun animal d'étalé un peu partout. Mais je me disais qu'avec le retour du froid, il n'était juste pas sorti. Alors je continuais d'avancer et m'arrêtais devant la maison.
En sortant de la voiture, je ne pus m'empêcher d'avoir l'impression que quelqu'un ou quelque chose me fixait. Mais je l'ignorais en voyant le propriétaire me regarder par sa fenêtre et fit le tour de ma voiture jusqu'au côté passager pour attraper la nourriture. En me penchant dans ma voiture, j'entendis le bruit de quelque chose bouger derrière moi. Je me redressai et me retournai rapidement pour voir de quoi il s'agissait. Mais il n'y avait rien. Je haussai les épaules et terminai de récupérer la nourriture dans ma voiture. Mais cette fois, alors que je fermais la portière du côté passager, j'entendis un grognement profond et inimitable venant des arbres. J'essayais au mieux de voir à travers la forêt sombre d'où venait le bruit, alors que je reculais lentement vers la maison. C'est alors que je le vis, un ours noir de taille moyenne sorti des bois en courant. Je pouvais l'entendre rugir à chaque pas qu'il faisait. Je me tournai et courus aussi vite que possible vers la maison. Et en atteignant les marches, je ne pris pas le temps de toquer. J'attrapai la poignée et heureusement, la porte n'était pas verrouillée et je pus me ruer à l'intérieur. Je m'excusai auprès des propriétaires pour avoir débarqué comme ça. Mais en regardant par leurs fenêtres, ils comprirent. Encore à ce jour, je ne pense pas que cet ours essayait de m'attaquer, parce que s'il voulait m'attaquer, il était clairement suffisamment rapide. Si je devais deviner, je dirais qu'il y avait sûrement des oursons pas loin et qu'il essayait de m'effrayer. Dans tous les cas, j'oublierai jamais la vision de ses dents se ruant sur moi. Laissez-moi vous présenter le décor. Nous sommes en 1998 et l'euro est créé. J'avais 14 ans, assis devant le PC de mes parents, utilisant l'horrible connexion Internet pour faire des recherches sur l'histoire du harcèlement de Guillaume le Conquérant envers le Nord, quand mon ami, qui, pour les besoins de cette histoire, sera appelé Jake, m'a envoyé un message sur IRC. « Hé mec, à l'école, on m'a dit un truc vraiment cool que tu peux faire sur ton PC. »« Ah bon, c'est quoi ?» je demandais. 1. Ouvre Start. 2. Va sur Run. 3. Entre 2. ND. Relay 22.frt. 4. Dis-moi quand t'auras fini. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Ce qui s'est ouvert ressemblait à une sorte d'invite de commande. Il y avait 2 cases dans lesquelles il fallait entrer du texte et une ligne de commande normale. « C'est bon », je lui répondis. « Écris ton nom dans la case. Dans la deuxième, écris un mot de passe. Dans l'autre partie, écris Or, Top, Artileus. » J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Une case s'est affichée et m'a demandé d'entrer un surnom. J'ai écrit Tom Elton. La fenêtre s'est refermée. Quelques instants plus tard, un fichier s'est ouvert et annoncé « Bienvenue dans le salon de discussion de Art Tile, Ohio. » L'utilisateur Tom Elton est arrivé. J'ai passé les mois suivants à parler à mes amis sur ce salon de discussion. Je n'avais aucune idée de qui l'avait créé ou l'hébergeait. Il semblait ne fonctionner que dans la région d'Art Tile, Ohio, ce qui signifiait en théorie que je pouvais y parler à n'importe qui là-bas. Les seules personnes qui y étaient moi, Jake et quelques autres personnes avec qui j'étais amie. Quelqu'un de l'école préparatoire de l'autre côté de la ville et quelqu'un qui, une fois, avait prétendu travailler pour le support technique de la compagnie d'assurance et qui est parti après que la seule réponse qu'il ait obtenue était « T'es à quelle école ?» Je ne sais pas pourquoi on utilise ça au lieu d'un salon de discussion normal. Peut-être que l'aspect secret du rassemblement nous attire plus, je n'en suis pas sûre. Je me suis réveillée un matin d'automne. J'ai consulté le salon de discussion et j'ai découvert que j'avais été promue administrateur. Je n'avais aucune idée de qui avait fait ça, mais j'ai pu me vanter auprès de mes amis pendant quelques jours et changer ce que les gens tapaient pour les faire passer pour des idiots. Mais à part ça, mes pouvoirs n'ont pas été utilisés. Jusqu'au jour où je me suis connectée et j'ai vu que la session des messages anonymes aux admins n'était pas vide pour une fois. J'aurais préféré ne pas avoir vérifié ce qu'ils disaient. C'était une histoire complète d'un utilisateur appelé 09HDT7RF, écrite en plusieurs messages d'une seule phrase. Il décrivait comment il était maltraité physiquement par ses parents, comment il n'avait pas le droit de sortir de la maison et comment il s'est faufilé dans l'ordinateur de son père et a vu ce salon de discussion ouvert et a décidé de le dire à tout le monde. J'ai répondu en disant « Qui est-ce ? Si c'était vrai, vous auriez appelé les flics ?» Plus tard dans la journée, le salon de discussion a cessé de fonctionner. Je n'arrivais pas du tout à le faire fonctionner. J'ai eu un message d'erreur à chaque fois que je cherchais la commande dans la fonction d'exécution de mon PC. J'étais royalement énervée par le fait que mon QG secret et celui de mes amis étaient maintenant morts. 2 jours plus tard, qu'est-ce que je vois aux infos ? Une fille abattue par son père après s'être échappée de chez elle par une fenêtre.
La mère était en garde à vue, mais le père n'a jamais été arrêté. Le PC de la famille contient des documents décrivant des enfants nommés Jake, Tom et d'autres, décrivant comment il imaginait leur apparence et ce qu'il leur ferait s'il les trouvait, ce qui est trop horrible pour être décrit ici. Cet homme n'a jamais été attrapé à ma connaissance. Il est toujours en fuite aujourd'hui, se cachant parmi tout le monde. Je suis certain qu'il ne sera jamais attrapé. Tracy Blair était l'aînée des 3 enfants de Tony et Kirk Blair. Au dire de tous, la jeune fille était une enfant heureuse et sympathique, comme l'était sa vie à la maison. La famille en pleine croissance avait récemment déménagé dans une maison plus grande et plus moderne à travers la ville, et Tracy était quelque peu attristée par le déménagement et craignait de perdre tous les amis qu'elle s'était fait. Mais une fois qu'il est devenu évident que la plupart resteraient en contact, son attitude a changé pour le mieux. Mais même si elle pouvait garder ses anciens amis, elle n'hésita pas à s'en faire de nouveau sur Internet. Son expérience de l'Internet venait juste de commencer et elle devait rapidement apprendre les nombreux dangers qui venaient avec. Malgré sa méfiance innée à l'égard des étrangers, elle était encore jeune et faisait confiance aux personnes de son âge. Malheureusement, un inconnu mal intentionné allait utiliser cette confiance à son avantage. Un matin brumeux de 2015, Tracy a disparu de sa maison et on ne l'a plus jamais revue. D'après ce que l'on sait, elle avait récemment été en contact avec quelqu'un se faisant passer pour son petit ami de 18 ans et ils ont discuté dans des salons de discussion d'animation japonaise et le garçon faisait tout son possible pour que Tracy le rencontre. Les historiques de chat montrent qu'elle était très réticente à le faire. Elle a essayé plusieurs fois de lui faire comprendre la gravité de la situation, surtout en ce qui concerne son âge. Tracy avait à peine 14 ans à l'époque et était bien consciente de ce qu'une relation entre eux pourrait impliquer. La jeune fille semblait plus intéressée à se faire des amis qu'à avoir une relation plus intime, mais il ne semblait pas se rendre compte des signaux qu'elle envoyait. En novembre, ces nombreux mois de harcèlement avaient finalement porté leurs fruits. Tracy accepta de le rencontrer tôt ce matin-là, avant de partir pour l'école. Elle pensait que ses parents ne seraient pas dupes et elle avait raison. La jeune fille n'avait manifestement aucune idée de ce qui l'attendait. Tout ce qui lui était cher, sauf son téléphone portable, avait été laissé derrière elle, donc tout signe de fugue avait été écarté. Des milliers d'heures de travail de la police ont été consacrées à l'enquête et malgré le fait d'avoir une longue trace des historiques de chat entre elle et le garçon inconnu, l'équipe d'experts en informatique n'est toujours pas en mesure de retrouver son nom ou sa localisation. L'équipe doute que beaucoup de jeunes de 18 ans aient les connaissances informatiques approfondies que semble avoir cet individu et pense qu'il s'agirait d'un homme plus âgé. Cette théorie est soutenue par un cas similaire dans lequel un homme inconnu d'âge moyen s'était fait passer pour un adolescent. Cet homme avait également convaincu une autre adolescente de le rencontrer. Le jour de la rencontre, il a tenté d'enlever la jeune fille. Mais une famille qui pique-niquait à proximité a entendu les cris de la jeune fille et a fait fuir l'homme. Il a réussi à s'échapper et est toujours en liberté au moment où nous écrivons ces lignes. Les similitudes entre les deux affaires ont convaincu les autorités que Tracy était probablement la victime du même criminel. On ignore combien d'autres jeunes femmes sont tombées dans cette ruse. Cependant, ce qui est presque sûr, c'est que lui ou ses semblables sont peut-être en ligne pour tenter de gagner la confiance d'un autre enfant en ce moment même. Alors je vous demande à tous d'éduquer vos enfants sur les dangers du web et de surveiller leurs contacts en ligne. Il voulait également faire savoir qu'il travaille toujours avec diligence sur le cas de Tracy et espère qu'elle sera retrouvée saine et sauve très bientôt. En attendant, la sécurité de vos propres enfants doit être la première préoccupation. Si vous avez des informations sur la disparition de Tracy, les détectives vous demandent de contacter les autorités policières locales. Game of Stars est en train d'écrire. Est-ce que quelqu'un d'autre s'ennuie? J'ai plus envie de jouer à Gmod et je veux pas jouer 4 heures de plus à Battlefield 1. Le Jreb 13 est en train d'écrire. Non mec, je m'amuse, c'est juste toi. LMR Legend est en train d'écrire. Ouais, je m'ennuie aussi. Allons faire autre chose. Je me penche en arrière dans ma chaise et je ferme les yeux. Il était 4 heures du matin et j'avais école demain. Mes amis ont fini par me convaincre de faire un marathon de jeu toute la nuit. Je soupire en sachant que je le regretterai demain matin et je me force enfin à ouvrir les yeux. Il faut qu'on passe le temps d'une manière ou d'une autre. Il nous reste 2h30 avant l'école. Qu'est-ce que vous suggérez? Pourquoi pas World of Tanks? J'y ai pensé pendant une seconde, mais World of Tanks n'était vraiment pas mon type de jeu. Je voulais plutôt jouer à Rainbow Six Siege. Mais personne d'autre dans mon groupe ne l'aimait. Il le trouvait vraiment lent et pas très amusant. Ouais, non, pas World of Tanks. C'est trop cru et pas assez amusant pour se battre pour avoir de bons tanks. Ouais mec, je suis d'accord.
On peut lancer un appel de groupe ou quelque chose comme ça. J'en ai marre d'écrire. Non, j'ai mal aux oreilles à force de porter ce casque pendant 8 heures et je veux pas vous entendre parler dans le casque. Je veux juste jouer, pas de son, ok? Martin a rejoint le chat. Qui c'est ce Martin? J'en ai aucune idée qui l'a invité. Ouais, c'est pas moi. Martin, t'es qui? Martin est en train d'écrire. Bonjour l'ami. Ok, lequel d'entre vous utilise un autre compte? J'aime pas les farces, mais c'est bien essayé. Mec, c'est pas moi. Non, moi non plus. Exclus-le au pire. Ouais, je gère. Je mets ma main sur la souris et je clique sur le nom de Martin. Ce qui est apparu, c'est un profil sans nom, sans bio et avec une photo de profil noir. Je découvris que le compte n'avait été créé que quelques jours auparavant. Ok, sérieusement, c'est qui putain? Le compte a été créé il y a quelques jours. C'est pas moi, mec. Vire-le maintenant qu'on puisse jouer à quelque chose. D'accord. Je suis vraiment curieux de voir lequel d'entre vous a fait ça. J'ai fait un clic droit sur Martin et plusieurs options sont apparues. J'ai cliqué sur exclure et j'ai quitté le menu. Ok, il devrait être parti maintenant. C'était probablement Legend, mec. Martin est en train d'écrire. Sérieusement, c'est l'un d'entre vous et si vous me le dites pas, je vous exclus, je vous jure. L'appel groupé a commencé. J'ai failli tomber de ma chaise en ne réalisant pas que mes haut-parleurs n'étaient pas coupés. La sonnerie soudaine m'a pris au dépourvu. J'ai rapidement mis en sourdine les haut-parleurs et je me suis retournée vers l'écran. Martin, LMI Legend et une autre personne appellent. Je commençais à m'inquiéter, c'était trop bizarre pour être ignoré. J'ai à nouveau essayé d'exclure Martin, mais ça n'a pas marché. Confus, j'ai regardé la fenêtre d'appel. Peu importe qui c'était, j'ai décidé que je devais au moins jouer le jeu pour l'instant. J'ai déplacé la souris sur le bouton vert et j'ai cliqué. Le texte de la salle de chat a été remplacé par l'écran d'appel montrant la photo de profil de mes deux amis, ainsi que la photo de profil noir et uni que Martin avait. J'ai rapidement branché mon casque et l'ai mis sur mes oreilles. Le son de quelqu'un qui respirait dans son micro. C'est ce que j'ai entendu quand j'ai mis mon casque. C'était extrêmement fort, comme si la personne avait le micro collé à sa bouche. Le micro n'avait clairement pas de filtre anti-bruit car la respiration était forte et déformée. J'ai rapidement baissé le volume parce que la respiration commençait à me faire mal à la tête. En arrière-plan, j'ai entendu mes deux amis parler, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Après un petit moment, mes deux amis ont raccroché. Posant ma main sur la souris, je l'ai déplacée vers le bouton rouge pour raccrocher, mais j'ai été interrompue par un changement soudain sur mon écran. La photo de profil noir était remplacée par une icône de chargement. Ce Martin allumait sa caméra. Voici quelque chose que vous devez savoir sur moi. Chaque fois que je vois quelque chose sur Internet et que j'en doute, je pose des questions. Si quelqu'un me montre une vidéo soi-disant hantée, je finis généralement par en rire en la confrontant avec une simple logique. Mais ce que j'ai vu était complètement différent. Ce n'était pas un canular. Ce que j'ai vu était réel. L'icône de chargement a disparu et a été remplacée par une image noire. C'est la première chose que j'ai vue. Puis j'ai vu un léger mouvement. En examinant l'obscurité de plus en plus, j'ai réalisé que je voyais quelqu'un qui marchait. Je ne savais pas trop où au début, mais j'ai vu de l'herbe. Ce n'était pas très visible, mais je l'ai vu. Soudainement, l'obscurité a été remplacée par une lumière vive. La personne qui marchait venait d'allumer une lampe de poche. J'ai regardé de plus près et j'ai vu de l'herbe ainsi qu'un arbre au loin. La personne s'est retournée et mon sang s'est glacé de terreur. J'ai réalisé exactement où se trouvait l'homme. Quand il s'est retourné, il a pointé l'appareil photo vers une maison. Il faisait nuit noire, sauf pour une seule lueur brillante et légèrement jaune provenant de la fenêtre du 2e étage. Juste à côté de l'homme se trouvait le grill de mon père avec des chaises pliantes placées autour. Tout à droite de la maison, j'ai vu la petite cabane de jardin que nous avions, qu'on utilisait surtout pour ranger les outils. L'homme se tenait dans mon jardin. J'ai quitté ma chaise et j'ai couru en bas pour m'assurer que les portes d'entrée et du jardin étaient bien fermées à clé. En voyant qu'elles l'étaient, je suis remontée et j'ai regardé mon écran, faisant défiler les innombrables messages de mes amis qui me demandaient si j'allais bien ou si je dormais, puis j'ai vu un seul message de Martin. Je rentre maintenant? Je regarde la seule fenêtre dans ma chambre qui donne sur le jardin. Mon jardin était presque vide, avec presque rien d'autre qu'un arbre au milieu. Sur l'arbre se tenait un homme, très grand mais mince. Cet homme ne portait presque rien d'autre qu'un jean déchiré et une chemise. Il avait dû déclencher les lumières du jardin à détecteur de mouvement car tout le jardin était maintenant illuminé. Je pouvais voir presque chaque détail et ce que j'ai vu m'a terrifiée.
L'homme était accroupi sur une branche, avec une étincelle folle dans les yeux. Sa bouche était maintenant étirée en un large sourire de fou, et je pouvais voir ses horribles dents jaunes pourries. Dans sa main, il tenait un téléphone portable et une lampe de poche. Soudainement, il a jeté la lampe de poche et son téléphone sur le côté. Il est descendu de l'arbre et s'est dirigé vers la porte arrière de la maison. J'ai entendu des bruits de coups forts et des bruits qui ressemblaient à des gémissements venant d'en bas. Mes parents ont brusquement ouvert ma porte et m'ont demandé ce qui se passait. Mon petit frère était à côté d'eux et s'accrochait à la jambe de mon père. Je ne savais pas quoi dire, alors je leur ai simplement expliqué qu'il y avait un homme en bas qui essayait d'entrer. Ils se sont précipités en bas et m'ont dit d'enfermer mon frère dans la salle de bain de l'étage. Tenant la main de mon frère, nous avons marché ensemble vers la salle de bain. En fermant et verrouillant la porte, j'ai couru en bas vers la porte de derrière et j'ai failli vomir. L'homme fou traînait le corps de mon père sur le sol. J'ai hurlé et j'ai fermé la porte arrière. J'ai vu l'homme fou se précipiter vers la porte, à travers la fenêtre de la porte. Trébuchant de peur, j'ai couru jusqu'à la salle de bain de l'étage et demandé à mon frère de déverrouiller la porte. Il s'est exécuté et je me suis précipitée à l'intérieur en la fermant à clé derrière moi. Je suis restée assise dans cette maudite salle de bain pendant des heures, avec rien d'autre que mon frère et mon ordinateur portable. Mon petit frère n'arrête pas de me dire qu'il a faim. Je ne sais pas si je peux en supporter plus, mais mourir de faim me paraît mieux que d'affronter ce monstre. Mon ordinateur portable est presque mort maintenant, et je ne sais pas quoi faire. Il y a quelques heures, j'ai entendu le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait en coulissant, et depuis 1 heure, j'entends ce bredouillement insensé ainsi que des bruits de pas, et on dirait que cette chose court dans toute la maison à notre recherche. Le pire, c'est qu'il y a 5 minutes, tout s'est arrêté. Je n'ai plus entendu de bruit de pas, ni de bredouillement insensé. Les martèlements se sont aussi arrêtés. Le pire, c'est qu'au fond de moi, j'ai envie que ces bruits reviennent, parce que tout est mieux que d'écouter cette chose assise patiemment devant ma porte, en respirant et en grattant la poignée. L'histoire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui n'est pas l'histoire typique que vous entendrez sur cette chaîne. Les histoires sur cette chaîne nous régalent souvent de situations de harcèlement et d'autres horreurs dont les victimes s'en sont presque sorties vivantes. En revanche, on n'entend jamais le point de vue du harceleur. Si vous deviez ajouter un élément d'horreur à mon histoire, ce serait celui d'une réputation détruite par des préjudices exagérés d'une supposée victime. Être accusé à tort de quelque chose devrait effrayer n'importe qui, mais nous n'avons jamais cessé de considérer qu'il y a 2 côtés à chaque situation. Ne vous méprenez pas, je pense que le harcèlement est une mauvaise chose. Je pense que chaque personne a le droit de se sentir en sécurité et de ne pas être importunée. Je pense aussi que si une personne est accusée de quelque chose, elle a le droit de défendre ses actions. Vous vous dites peut-être, pourquoi ne pas prendre un avocat et se battre ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Les avocats coûtent cher, les défenseurs publics sont surchargés de travail et de plus, beaucoup d'États ont des lois très larges sur le harcèlement. Même si vous envoyez des messages polis à quelqu'un, ils peuvent l'interpréter comme du harcèlement. Mon cauchemar commence en 2019. En petite préface, j'ai un handicap très visible. Il m'est difficile de rencontrer des femmes. Malgré mes difficultés, je continue à me mettre en avant et j'essaie de parler avec des gens en ligne et en personne. Je ne peux pas vraiment vous dire comment je suis tombée sur elle, mais cette fille, que j'appellerai Brooke, était sur ma liste de personnes que je connais peut-être sur Instagram. Bien que je ne la connaisse pas, je voulais la connaître. Je lui ai envoyé des messages polis. Elle m'a répondu et c'est ainsi que notre amitié a commencé. Nos messages se sont transformés en textos. Elle me racontait des choses sur elle et je lui disais des choses sur moi. Je pensais honnêtement qu'on commençait à sortir ensemble à un moment donné et que ce serait ma première vraie relation. Sortie de nulle part, elle m'a annoncé qu'elle commençait à voir un autre garçon. J'étais effondrée. Je ne pouvais pas le croire, mais je suis restée cool et je me suis dit qu'être son amie était la meilleure chose à faire. Alors que le temps passait, son copain est devenu très hostile envers moi et ils ont même rompu plusieurs fois. C'était n'importe quoi. Un jour, à travers nos messages, elle m'a fait part de ses problèmes de santé mentale. Elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à mourir et m'a aussi parlé de ses antécédents de toxicomanie. Elle m'a aussi dit qu'elle faisait sans cesse des cauchemars où un homme invisible la poursuivait. Honnêtement, j'étais assez effrayée, mais comme j'ai moi-même eu des problèmes, je n'allais pas l'abandonner. Je serais hypocrite si je le faisais. Nous avons rapidement mis en place un plan de rencontre pour son anniversaire et c'est à quel point nous étions proches. Mais comme toute bonne chose dans la vie, ça doit avoir une fin. Rien ne dure éternellement.
Brooke m'a envoyé un texto un jour et m'a dit très clairement que le Saint-Esprit ne lui donnait pas de bons sentiments à propos de moi. J'étais perdue. N'importe quelle personne normale aurait mis fin à cette conversation, parce que ce message aurait probablement été un signal d'alarme pour n'importe qui. Mais je dois admettre que j'étais désespérée. Mes efforts pour essayer d'arranger les choses avec elle ne l'ont pas convaincue et elle a décidé de me bloquer. J'ai honte de l'admettre, mais j'ai moi-même des problèmes mentaux et je suppose que le fait qu'elle me bloque m'a fait craquer. J'ai essayé de lui envoyer un email pour lui expliquer à quel point j'étais blessée, mais elle n'a pas répondu. J'étais dévastée. Je restais debout toute la nuit en espérant qu'elle me réponde, mais elle ne l'a jamais fait. Je sais qu'à ce stade de l'histoire, j'ai probablement l'air d'un loser obsédé, mais je pense encore que mes actions n'étaient pas celles d'un harceleur, parce que je ne l'ai jamais menacé et je n'ai rien fait qui aurait pu lui faire peur. J'essayais simplement de résoudre un problème. N'est-ce pas ce que sont censés faire des gens qui entretiennent des amitiés ? Il est difficile de créer des liens à cause de mon handicap, alors je faisais de mon mieux pour m'accrocher à ce qui me semblait être un lien précieux dans ma vie et elle ne m'a jamais dit explicitement d'arrêter. Je dois être claire, je ne lui envoyais pas de messages tous les jours. Tout au plus, je lui envoyais des messages toutes les 2 semaines. Soudainement, après 3 mois, Brooke a finalement dit quelque chose. Au lieu de me dire ce qui s'était passé ou ce qui n'allait pas, elle m'a carrément dit d'arrêter. J'étais si confus, je voulais simplement une explication. Je voulais savoir où les choses avaient mal tourné. Après quelques messages polis où je l'interrogeais en essayant de découvrir des réponses, j'ai finalement compris et je l'ai laissé seule. Je me suis assise tout seul et j'ai réfléchi à l'avenir. Il était temps pour moi de passer à autre chose. J'avais obtenu la réponse que je voulais et elle m'a dit d'arrêter et je devais le respecter. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Avant que je m'en rende compte, des officiers se sont présentés devant ma porte et m'ont remis une citation à comparaître au pénal pour le délit de harcèlement. J'étais absolument sidérée. Envoyer des messages pour essayer d'arranger les choses est devenu du cyberharcèlement. Je ne pouvais pas le croire. J'ai immédiatement pris un avocat et j'ai parcouru toutes mes communications par email avec elle et je les ai données à mon avocat. Il a examiné les preuves et n'a pas pu croire que j'étais accusée de harcèlement. Pendant les mois qui ont suivi, les audiences se faisaient sur Zoom. Brooke a fait un bref témoignage et a déformé les événements de ce qui s'est réellement passé. J'ai essayé de donner ma version des faits, mais le juge n'a pas voulu écouter. J'avais l'impression d'être dans le brouillard chaque jour. J'avais jamais eu d'ennui dans ma vie auparavant. Les trolls qui me harcelaient en ligne ont commencé à répandre la rumeur que j'étais un harceleur. Ils m'envoyaient des emails et se moquaient de ma situation actuelle. C'est moi qui étais harcelée. Lentement, ma confiance en moi s'est éteinte. Je ne savais pas si je serais capable de parler à quelqu'un à nouveau. Si je disais simplement salut à une autre fille, est-ce qu'elle se retournerait et mentirait en disant que je la harcelais aussi ? Le procureur a brièvement envisagé d'abandonner les charges, mais il a été informé que je prenais part à des vices qui sont légaux dans un autre État. Et cela l'a fait changer d'avis. Il a prétendu que participer à cette récréation, même si elle était légale, lui donnait un aperçu de mon caractère. Ce cauchemar n'a fait qu'empirer. Ma vie personnelle était utilisée contre moi. Qu'est-ce qu'il allait faire ensuite ? Utiliser mes habitudes alimentaires contre moi aussi ? Alors que la situation devenait hors de contrôle, j'ai dû faire un choix difficile et j'ai fini par plaider coupable pour le délit. Les gens pensent automatiquement que si quelqu'un plaide coupable, c'est qu'il doit vraiment l'être. Je pense que les gens qui ont ce point de vue n'ont jamais été dans une situation comme la mienne. Quand vous êtes face à l'État, c'est vraiment difficile de faire autre chose que de plaider coupable. Ils vous étranglent et vous mettent les pieds dans le plat. Je me sentais mal de plaider coupable parce que je savais que j'étais innocent. Mais je sentais que c'était le seul moyen d'avancer dans ma vie. 2 ans se sont écoulés depuis cet incident. Je savais que tout au long de l'histoire, j'avais l'impression de détourner la responsabilité. J'admets complètement que j'étais agaçant au pire, mais je ne suis pas d'accord pour dire que mes actions étaient criminelles. Imaginez seulement si nous faisions payer chaque personne sur Facebook qui a envoyé un message à une autre personne plusieurs fois ou qui ont eu des comportements agaçants. Nos prisons seraient surchargées, plus qu'elles ne le sont déjà. Je ne vais pas vous dire où cela a eu lieu, mais je peux vous dire que cela s'est produit dans une ville dont la population est d'environ 100 000 habitants. Il y a un grand nombre de personnes inculpées. Je pense qu'ils le font exprès et en font un jeu pour ruiner la vie des gens parce que la police et les procureurs de la ville ont des quotas à atteindre. Comme je l'ai dit au début, ce n'était pas une histoire typique. Cette histoire est effrayante d'une autre manière. N'importe lequel d'entre nous pourrait être accusé à tout moment et nos vies bouleversées et nos réputations ruinées à jamais. Tout ça basé sur des mensonges.
Pas une seule fois, un officier de police ou un fonctionnaire officiel de la ville ne m'a contacté pour me demander ma version de l'histoire. Ils ont décidé de m'inculper parce qu'ils ne m'aimaient pas. C'est absolument effrayant de penser au nombre de personnes qui sont en prison pour des crimes présumés basés sur des affirmations exagérées. La prochaine fois que vous entendez l'histoire d'une personne accusée de quelque chose, je vous conseille fortement de vous arrêter et de considérer sa version des faits avant de commencer à la juger. Depuis bientôt quelques années maintenant, fin août 2019 pour être exact, j'avais déménagé dans un appartement dans une autre ville parce que ma mère, avec qui je vivais dans ma ville natale, est décédée d'un cancer. J'ai emménagé ici avec mon petit ami de longue date et un autre colocataire. Nous aimons tous vraiment être ici. L'emplacement est génial. C'est à 15 minutes en vélo de mon université et c'est situé sur une place avec une épicerie, une pharmacie, un restaurant et ce genre de choses. Nous avons donc à peu près tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour survivre à distance de marche. Cependant, après 1 mois ou 2 de vie ici, quelqu'un a commencé à sonner à ma porte à exactement 23h05 de façon semi-régulière. Parfois tous les jours, parfois tous les 2 jours, parfois 1 fois par semaine, parfois 1 fois toutes les 2 semaines. Mais c'est toujours autour de 23h05 et à chaque fois je n'obtiens aucune réponse lorsque je demande par l'interphone qui c'est. Sauf une fois, mais j'y reviendrai plus tard. Au début, j'ai cru que c'était des amis d'un des voisins qui avaient accidentellement sonné à la mauvaise porte. Mais après la 4e fois environ, j'ai commencé à me méfier. Après cette 4e fois, j'ai commencé à remarquer que ça arrivait toujours soit exactement à 23h05, soit quelques minutes plus tôt ou plus tard. Mon petit ami et ma colocataire travaillent tous les deux dans des bars, donc ils travaillent jusqu'à très tard et ne rentrent généralement que vers 2h du matin. Donc à chaque fois que ça arrivait, j'étais toujours seule à la maison. Ça a commencé à me faire vraiment peur au bout d'un moment. Quand je leur ai raconté la première fois, ils ont haussé les épaules et ont dit que la personne avait appuyé sur le mauvais numéro à l'interphone, comme je l'ai pensé au début. Mais quand je leur ai dit que ça arrivait régulièrement, et parfois même tous les jours, ils ne m'ont pas vraiment cru et ont pensé que j'étais juste paranoïaque et effrayée. Et une nuit, quand la sonnette a retenti à nouveau, j'ai répondu à l'interphone en demandant qui c'était et j'ai entendu une respiration lourde. J'étais complètement effrayée à ce moment-là. J'étais à nouveau seule à la maison et j'ai continué à demander qui c'était et qu'est-ce qu'il voulait. Je n'arrivais pas à savoir si c'était un homme ou une femme lorsque j'ai entendu un étrange marmonnement ou chuchotement, suivi d'un silence de mort. Il devait être parti. J'ai fermé la porte de mon appartement à double tour après ça. J'étais si effrayée et flippée. Heureusement, mon colocataire est rentré un peu plus tôt cette nuit-là, environ 30 minutes après qu'on ait sonné à la porte. Il a pu voir à quel point j'étais bouleversée. Maintenant, avec la crise de la pandémie, mon colocataire et mon petit ami ne peuvent plus travailler. Ils sont alors maintenant témoins de la sonnerie fréquente de porte à 23h05. Alors, ils me croient et sont d'accord pour dire que c'est très étrange et glauque. Nous avons un balcon qui donne sur la porte d'entrée de notre immeuble. Mais il y a un magasin en dessous de nous qui a toujours l'auvent déployé. La vue sur la porte est donc partiellement bouchée. À chaque fois qu'on sonne à la porte, mon petit ami, mon colocataire et moi allons sur le balcon pour voir si on voit quelqu'un, mais on n'y arrive jamais. J'ai aussi demandé à mes voisins de l'immeuble si on sonnait à leur porte aussi souvent, mais ceux à qui j'ai demandé ont tous dit que ça ne leur était jamais arrivé. Alors il y a quelques semaines, mon colocataire a décidé de faire une enquête. Il est sorti de l'immeuble à 23h et s'est mis de l'autre côté de la rue. Il faisait mine de fumer tout en gardant un œil sur la porte. Il a dit qu'il avait vu un homme qui avait l'air suspect errer autour de l'immeuble. Il a ralenti son allure de manière significative dès qu'il s'est approché de notre porte. Mais quand il a repéré mon colocataire qu'il regardait, il s'est rapidement éloigné. Nous ne sommes pas complètement sûrs que ce soit le sonneur de porte, mais c'était très très suspect. Notre sonnette n'a pas sonné la nuit depuis ce jour. J'espère que ça va s'arrêter maintenant, mais il y a une possibilité que ça recommence dans quelques semaines. Ok, donc c'était mon tour d'emmener les enfants à la chasse aux bonbons. L'année dernière, c'était le tour de ma femme et cette année, moi. Nous changeons tous les ans. Mon fils et ma fille ont 7 et 9 ans. D'habitude, je reste dans la rue pendant que mes enfants vont sonner aux différentes maisons pour chercher les bonbons. Après environ une demi-heure à se promener, nous sommes arrivés dans la rue principale du quartier, la plus populaire pour collecter des bonbons. Il y avait un tas de décorations vraiment sympas et d'animations électroniques de première classe.
Alors je suis devenue un peu distrait et j'ai arrêté de regarder attentivement mes enfants. À un moment donné, ils sont revenus accompagnés d'une fille à peu près aussi grande que ma fille. Elle portait un masque bizarre fait main, comme une sorte de carton découpé ou un truc du genre. Ma fille a alors demandé si elle pouvait venir à la chasse aux bonbons avec nous. J'ai dit « bien sûr » et nous avons continué en équipe. Je ne savais pas qui était cette fille, mais je me suis dit que c'était sûrement une copine d'école ou quelque chose du genre. J'ai remarqué un homme vraiment grand qui nous suivait. Il portait une sorte de masque de chat en colère. C'était un peu flippant pour être honnête. J'ai pensé qu'il était peut-être le père de la fille, alors j'ai essayé d'entamer une petite conversation avec lui. Je crois que j'ai dit quelque chose du genre « il fait beau, hein ?» Mais il n'a pas répondu. Il est juste resté là à me regarder, tandis que nos enfants montaient les escaliers de la prochaine maison. J'ai essayé à nouveau d'engager la conversation et j'ai demandé « Et c'est votre fille ?» Il a alors hoché la tête, mais il ne disait toujours rien. Je me suis dit qu'il n'était pas d'humeur à discuter, alors j'ai arrêté d'essayer. Nous avons continué à peu près 15 autres minutes, jusqu'à ce que soudainement mes enfants viennent vers moi et me disent qu'ils voulaient rentrer à la maison maintenant. Ça m'a vraiment surpris, puisque nous n'étions pas sortis depuis très longtemps et que leur sac n'était rempli qu'aux 3/4. Dans tous les cas, j'ai accepté. Nous avons alors dit au revoir à l'homme avec le masque de chat et à sa fille, et nous sommes rentrés à la maison. Ce qui était vraiment bizarre, c'est que lorsque je me suis retournée pour jeter un regard à l'homme et à sa fille, ils étaient juste là, à nous regarder. J'ai vérifié encore une fois alors qu'on tournait à un virage, et ils étaient encore là. Ils n'avaient pas bougé d'un pouce. À ce moment, j'ai demandé à mes enfants « Alors, qui est cette fille ?» Ma fille m'a alors regardé avec une expression vraiment confuse sur son visage. « C'est ton amie ?» m'a-t-elle répondu. Assez perplexe, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Apparemment, la fille avec le masque en carton avait abordé mes enfants en leur disant qu'elle était mon amie. Elle est alors allée vers ma fille pour lui dire qu'elle était trop timide pour me demander si elle pouvait se joindre à nous pour chercher des bonbons. Et elle a demandé à ma fille de demander à sa place. Cette histoire m'a fait rire et j'ai répondu à ma fille « Pourquoi tu crois qu'elle est mon amie ?» J'ai pas d'amis de cet âge-là. Ce que ma fille m'a dit ensuite m'a littéralement glacé le sang. D'après elle, lorsque la fille avec le masque en carton l'a abordée pour la première fois, elle ne portait pas le masque. Donc, ils ont vu son visage. Il s'avère qu'elle n'était pas du tout une jeune fille, mais en réalité une femme d'à peu près mon âge avec des rides sur le visage. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la vieille femme a commencé à voler des friandises dans le sac de ma fille, apparemment quand je ne regardais pas. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de rentrer à la maison. Cette étrange vieille femme leur faisait peur et ils voulaient s'éloigner d'elle. J'ai ramené mes enfants à la maison et j'ai raconté à ma femme ce qui s'était passé. Nous avons vérifié absolument tous leurs bonbons, mais nous n'avons jamais rien trouvé de suspect. Nous n'avons pas appelé la police ni rien, puisque je pensais que rien ne s'était vraiment passé. Mais en y repensant, je regrette vraiment cette décision. Qu'est-ce que cette vieille femme foutait et qui était cet homme qui nous avait suivis? Je crois que je le saurai jamais. Ça me rend vraiment malade qu'il y ait des gens dehors à Halloween cachés derrière des masques et faisant semblant d'être des enfants. C'est juste malsain. Ça s'est passé il y a presque une décennie, quand j'avais 13 ans. Je me rappelle que mon ami et moi étions vraiment excités à l'idée de notre première collecte de bonbons sans nos parents. Nous vivions dans une petite ville où rien ne se passait jamais et nous pensions que ce serait pareil ces nuits-là. La nuit a commencé comme toutes les autres nuits d'Halloween. Nous avons collecté des bonbons, nous sommes tombés sur beaucoup de nos camarades de classe et nous nous sommes beaucoup amusés. À peu près 8 heures du soir, nous nous sommes rendus compte que nous devions rentrer à la maison. Mais en rentrant, nous sommes passés chez notre professeure. Elle n'était pas à la maison et la rue n'avait pas beaucoup de lampadaires. En plus de ça, les lumières des maisons étaient éteintes et il n'y avait plus de décoration d'Halloween. Mon ami et moi étions un peu effrayés et vraiment déçus de ne pas avoir de bonbons. Nous voulions quitter cette rue aussi vite que possible. C'est alors qu'un homme a surgi sous la lumière d'un lampadaire. C'était un policier. Aucune de nous deux ne l'avait remarqué avant, probablement à cause de l'obscurité. Il nous a vraiment étonnés, mais il avait l'air vraiment sympathique. Le flic s'est présenté et puis il a pointé du doigt un pavillon qui passait inaperçu. Il a dit que le vieil homme qui vivait dans cette maison invitait apparemment ceux qui sonnaient à sa porte à entrer chez lui. Quelqu'un avait appelé la police, mais quand il est arrivé, personne n'a ouvert la porte. Il nous a dit que sa voiture de police et son coéquipier étaient dans le quartier. On a regardé autour de nous, mais on n'a rien vu. J'étais une enfant un peu paranoïaque. Dans mon enfance, ma maman a toujours aimé regarder des séries policières et elle me racontait toujours des petites leçons là-dessus.
Eh bien, l'une d'elles s'est avérée être une histoire de faux policiers, même si je me rappelle plus vraiment des détails. Je me suis souvenu que des gens peuvent prétendre être des agents de police dans le but d'instaurer la confiance. J'étais terrifiée tout le long de la conversation. Le fait qu'il n'ait ni badge, ni voiture de police et ni coéquipier me paraissait étrange. J'étais cependant très partagée parce qu'il souriait et qu'il semblait vraiment vouloir nous aider. C'était jusqu'à ce qu'on entende sa demande très étrange. Il a dit qu'il devait parler à ce prédateur potentiel et qu'il avait besoin de notre aide. Comme nous étions des jeunes filles, l'homme répondrait si on sonnait chez lui. L'officier a déclaré qu'il se cacherait derrière les buissons, près de la porte d'entrée. Il attendrait jusqu'à ce qu'il nous invite à entrer chez lui, puis qu'il surgirait et le prendrait en flagrant délit. Juste à ce moment-là, j'ai deviné que mon ami ressentait la même chose que moi. Alors nous sommes restées silencieuses toutes les deux. Mais une de nous a réussi à demander si nous pouvions en discuter entre nous. Le policier a dit oui, mais nous a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. La rue était silencieuse et il pouvait tout entendre. Je me souviens que j'avais vraiment envie de dire quelque chose, mais que je craignais qu'il m'entende et que ça aggrave la situation. On s'est juste regardé pendant ce qui m'a paru être une éternité. Le flic est devenu de plus en plus impatient et nous a dit de vite prendre une décision. À cet instant, une famille est arrivée dans la rue et a vu le policier. Ils se sont approchés pour voir ce qui se passait. C'est là que le policier a dit qu'il allait revenir et de l'attendre ici. Mon ami et moi nous sommes empressés de reprendre nos esprits et nous nous sommes enfuis. Nous sommes sortis de la rue en courant et nous n'avons pas regardé en arrière. Sur la route du retour vers la maison, nous avons exposé des théories qui allaient de la possibilité qu'il était un faux policier, qu'il nous faisait une blague, ou qu'il était peut-être un vrai policier, mais que nous avions mal interprété la situation. Quand nous avons tout raconté à nos parents, on a beaucoup minimisé et on a remis en question notre expérience. En fin de compte, on n'a pas appelé la police, mais nos pères ont roulé jusqu'à la maison ainsi que dans la zone adjacente. Aucune voiture de police et aucun policier en vue. Au fil des années, je peux clairement dire que je regrette de ne pas avoir appelé la police. Je veux dire qu'à l'époque, mon ami et moi étions certaines d'avoir mal interprété ce qui s'était passé. On l'a même raconté à la classe le lendemain et même à notre professeur qui ne trouvait pas ça alarmant. En y repensant, je trouve extrêmement bizarre qu'un policier mette 2 enfants dans une situation potentiellement dangereuse. Je me demande vraiment quelles étaient ses motivations, mais malheureusement, ça restera sans réponse. Je suppose que c'est juste comme ça. Ça s'est passé en 2015. Mettons tout de suite le contexte au clair. Je suis l'aîné de 3 frères. À l'époque, mon frère Eli avait 7 ans, Danny avait 12 ans et moi je venais d'avoir 17 ans la semaine d'avant. Mes parents ont toujours été un couple de fêtards. Chaque fois que les vacances arrivaient, ils sortaient toujours et prenaient quelques verres avec des amis, nous laissant à la maison avec une baby-sitter, jusqu'à ce que j'ai environ 14 ans. Puis c'est moi qui suis devenue responsable de mes petits frères. Il y avait cette fille qui avait le même âge que moi, qui s'appelait Shelly, qui habitait de l'autre côté de la rue. Elle avait un frère qui s'appelait Charlie, qui avait le même âge qu'Ellie, ils étaient de bons amis. J'avais le béguin pour Shelly, mais je ne lui ai jamais dit, à cause de la gêne de l'adolescence que nous traversons tous. Quand je suis sortie de cette phrase, Shelly avait déjà eu plusieurs petits amis. Maintenant, je ne veux pas paraître méchant, mais Shelly avait un très mauvais goût question homme. Elle choisissait toujours des sortes d'apprentis gangsters, le genre de loser que vous verrez se disputer avec la réceptionniste du service des immatriculations. C'était comme s'il sortait du moule d'une chaîne de montage. Je le jure, elle ne laissait tomber un loser que pour se mettre avec d'autres gars exactement pareils que celui qu'elle venait de larguer. De toute façon, quand j'ai eu 17 ans, j'ai subi une transformation physique assez drastique. J'étais beaucoup plus grand et plus fort que beaucoup d'enfants de mon âge. Mon père est un homme très grand, 1m95, 110 kg. Et il semblerait que je sois vouée à devenir comme lui. Quand j'ai commencé à devenir plus grand, Shelly a commencé à flirter de plus en plus avec moi. J'étais toujours très gentille avec elle, mais honnêtement, je n'étais pas intéressée par une relation avec elle à ce moment-là. Je veux dire, après avoir vu le genre de problème qu'elle apportait. Elle était une de ces filles qui pensaient que se vanter de traîner avec des membres de gang et fumer de l'herbe était tellement top. J'ai trouvé ça répugnant et énervant. Donc le jour avant Halloween, je réparais la tondeuse de mon père. Elle nous avait causé quelques problèmes dernièrement, et j'ai vérifié le moteur pour savoir quelle en était la cause. Je travaillais dans le garage, la porte ouverte. Il faisait beaucoup trop chaud pour être dans le garage avec la porte fermée. Je ne me souviens pas de la raison exacte, mais j'étais de mauvaise humeur ce jour-là. Alors quand je me suis retournée et quand j'ai vu que Shelly était là, dans une tenue moulante, je me suis immédiatement énervée. « Hé Mike !» a-t-elle dit d'une irritante voix séduisante. J'ai grogné tout bas avant de répondre. «
Quoi de neuf, Shelly? Je peux t'aider peut-être? Je me demandais juste si tu voulais sortir avec moi pour s'amuser un peu. Non merci, je crois que ça ira. Arrête de jouer, j'ai vu comment tu me regardais. Je sais pas de quoi tu parles. Si ça te dérange pas, je suis occupée. À ce moment-là, j'ai commencé à perdre patience. Fais pas cette tête, je sais que tu veux ça. La seule chose que je veux, c'est que tu foutes le camp de mon garage. T'as personne d'autre que tu peux aller embêter? Je ne pouvais pas croire que ces mots étaient sortis de ma bouche. D'habitude, j'étais toujours gentille avec elle, mais c'était la première fois qu'elle me draguait. Je savais que ça arriverait tôt ou tard, mais ce n'était pas mon but d'être aussi agressive quand je l'ai repoussée. Tu te fiches de moi? Tu me rejettes? Oui. Tu peux partir maintenant, s'il te plaît? Espèce d'idiot, tu vas le regretter. J'ai seulement hoché la tête en la regardant s'en aller. Je n'ai pas pris sa menace au sérieux. J'ai simplement pensé qu'elle n'avait pas du tout supporté d'être rejetée, et puis j'ai continué ma journée. Le lendemain, c'était la nuit d'Halloween. Mes parents étaient invités à une fête réservée aux adultes. Ils m'ont dit que je devais emmener mes frères à la chasse aux bonbons et de ne pas les attendre parce qu'ils ne rentreraient pas avant le lendemain. Donc, j'ai fait comme ils me l'avaient dit et j'ai veillé sur Danny et Ellie alors qu'ils marchaient de maison en maison pour récupérer des bonbons. Après environ 1 heure, nous avons vu un petit garçon avec un costume de ninja dans la rue. Le garçon pleurait à chaudes larmes et demandait où était sa sœur. À ma grande surprise, c'était Charlie, le petit frère de Shelly. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Charlie m'a dit qu'il était à la chasse aux bonbons avec sa sœur. Et quand il est revenu de la maison où il cherchait des bonbons de l'autre côté de la rue, celle avec une allée très longue, sa sœur n'était plus là. Je m'inquiétais tout de suite. J'ai pensé que quelque chose lui était arrivé. Donc j'ai immédiatement téléphoné à Shona, la mère de Charlie. Shona était furieuse d'entendre que Charlie était seul. Elle a ajouté qu'elle et Shelly avaient eu une grosse dispute plus tôt dans la journée parce que Shelly voulait passer la soirée avec un nouveau petit ami au lieu d'emmener son frère chercher des bonbons. Elle soupçonnait Shelly d'avoir abandonné son frère puis d'être partie avec son petit ami. Je ne voulais pas me mêler de ce conflit familial, mais j'ai proposé de m'occuper de Charlie et de l'emmener à la chasse aux bonbons avec mes frères. Charlie et Ellie étaient copains après tout. Shona m'a remerciée et a dit qu'elle s'occuperait de Shelly dès qu'elle saurait où elle était. J'ai pensé que c'était plutôt minable de Shelly d'abandonner son frère et de partir avec un mec, mais c'était pas mon problème. Je voulais juste faire en sorte que Charlie passe un beau moment et rentre à la maison en sécurité. Par contre, je n'étais pas préparée à ce qui allait se passer plus tard dans la nuit. Le reste de la soirée s'est passé sans incident. Être avec Danny et Ellie semblait vraiment remonter le moral à Charlie. Charlie était un bon gamin. J'étais contente de pouvoir sauver son expérience d'Halloween et de le tenir éloigné de la pagaille qui allait sans aucun doute l'attendre à la maison. Je dirais qu'il était environ 21h quand nous avons ramené Charlie chez lui. Shona a ouvert la porte et m'a remercié de l'avoir surveillé. Je peux dire que la situation l'avait vraiment bouleversée. Ensuite, mes frères et moi, nous sommes rentrés à la maison. Après avoir regardé un film d'horreur et passé en revue les bonbons, je les ai fait se laver et se préparer à aller au lit. Après que les garçons se soient endormis, je me suis installée dans ma chambre et j'ai commencé à regarder des trucs sur mon téléphone. Au moment où j'ai commencé à m'assoupir, j'ai été surpris par un très fort claquement à la fenêtre de ma chambre. Je pouvais entendre une voix étouffée venant de l'autre côté. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se disait, mais j'ai clairement entendu une voix d'homme disant le mot « fils de pute » plusieurs fois. Ne me demandez pas comment, mais quelque part, je savais ce qui se passait. Maintenant, vous pensez peut-être que quelqu'un essayait d'entrer par effraction, ou peut-être qu'un psychopathe avec un couteau traînait dans le jardin. Mais je vous jure que ce qui se passait était en réalité plus bête que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai reconnu la voix à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre. Elle appartenait à un mec qui s'appelait Derek. Il allait à mon école, mais il s'était fait virer parce qu'il se droguait dans les toilettes. Un vrai champion. Bien sûr, il avait une relation épisodique avec Shelly. Comme je l'ai dit, je savais pourquoi il était là dehors à cogner à ma fenêtre. Je crois que Shelly l'a contacté après que je l'ai repoussé et a inventé une histoire comme quoi j'aurais été brutale avec elle ou quelque chose de ce genre. Et cet abruti a l'audace de me provoquer chez moi. Je n'ai aucune tolérance pour quiconque vient chez moi pour chercher la merde. Je me suis levée calmement et j'ai marché jusqu'à la véranda à l'arrière et j'ai vu Derek regarder par la fenêtre de ma chambre. Shelly se tenait à côté de lui, les bras croisés. J'ai ouvert la porte de la véranda et je suis sortie. À peine dehors, j'ai été assaillie par un flot d'insultes des deux délinquants. Derek avait un canif à la main et a monté les escaliers de la véranda droit sur moi. Dès que j'ai vu le couteau, je suis passée immédiatement à l'action. Je me suis précipitée droit sur lui et l'ai poussé en arrière dans les marches. Il est tombé lourdement au sol. Avant même qu'il ait pu se relever, je l'ai frappé au visage avec mon poing fermé.
À peu près après le deuxième ou le troisième coup, j'ai vu qu'il était inconscient. Du sang giclait de son nez et de sa bouche et il tressautait violemment. Je savais que si je continuais à cogner, il passerait le reste de sa vie à boire avec une paille et je ne voulais pas avoir ça sur la conscience. J'ai lâché Derek et j'ai regardé Shelly qui se tenait là, avec une expression de choc absolu sur le visage. Elle me dégoûtait tellement et je lui ai dit ce que je pensais d'elle. « T'as vraiment abandonné ton frère ce soir pour partir avec cet idiot et t'en prendre à moi ? T'es tellement pathétique. Fiche le camp de ma propriété, j'appelle la police. » Ce n'est que lorsque j'ai commencé à monter les marches de la véranda que Shelly a commencé à m'engueuler. « Je connais des membres de gang, ils vont venir ici et te casser la figure. » Quand je me suis retournée, 2 policiers sont apparus derrière Shelly, armes au poing. Shelly m'engueulait toujours, ignorant complètement que les policiers étaient juste derrière elle. Je n'ai fait que sourire et croiser les bras quand j'ai vu Shelly devenir très pâle lorsqu'un des policiers lui a dit « Fermez-la et levez les mains en l'air ». Après tout ça, Derek fut transporté à l'hôpital avec une commotion cérébrale, le nez cassé et plusieurs dents en moins. Il serait accusé d'intrusion dès qu'il serait rétabli. Shelly a été mise à la porte de chez elle pour le coup qu'elle a fait cette nuit-là, et je ne l'ai plus revue depuis. J'espère sincèrement qu'elle a compris la leçon cette nuit-là, et que sa vie a changé en mieux. Il y a encore 2 ou 3 choses que j'aimerais dire avant que je termine l'histoire. La première, c'est que si vous avez des frères ou des sœurs plus jeunes que vous, faites en sorte qu'ils profitent d'Halloween, même si ça veut dire annuler vos propres projets. Halloween est une nuit vraiment spéciale pour les enfants, et ils ne peuvent en profiter que quelques années. La deuxième chose, c'est que si vous vous introduisez dans la maison des gens en les menaçant avec un couteau, j'espère que vous avez une bonne assurance dentaire. Mes copains et moi, on allait à la chasse aux bonbons tous les ans, sans exception, quand nous étions enfants. Il y avait cette maison où nous avions l'habitude d'aller, où vivait cette horrible famille. Genre, le gosse était une grosse brute, il s'était fait renvoyer du collège plusieurs fois et les parents ne semblaient pas être mieux. La plupart des enfants ne seraient probablement plus allés dans cette maison, puisque année après année, on les en chassait, mais nous en étions venus à nous délecter de la confrontation en un sens. Ce n'est pas comme si la mère qui nous ouvrait habituellement la porte savait qui on était chaque année. On portait des masques et différents accessoires. Ça nous faisait très plaisir de la voir devenir de plus en plus irritée au fur et à mesure que les années passaient. Une année en particulier, elle a été très fâchée quand nous avons toqué encore et encore à la porte, et elle nous a même couru après dans son allée jusque dans la rue. Mais rien n'était plus marrant que de se moquer d'elle et de la voir se mettre en colère. Donc cette année-là, nous avons décidé qu'il était temps de passer au mode nucléaire. Vous voyez, nous étions très gourmands de bonbons. Ce n'était pas vraiment le côté de jouer des tours qui nous intéressait le plus. Chaque maison où on nous disait de nous casser ou qu'il n'y avait plus de bonbons s'en sortait indemne. On encaissait sans broncher. Mais cette fois-là, se faire chasser était vraiment difficile à encaisser. Alors, on commençait à préparer notre vengeance. Un de nous est retourné chez ses parents chercher un rouleau de papier toilette, puis nous a rejoints après quelques minutes, comme prévu. Nous sommes retournés à cette maison comme si nous étions en mission secrète, tout excités de taper fort sur ces rabat-joie. C'était stupide, je sais, mais nous étions des enfants d'à peu près 12 ou 13 ans. Je pense qu'à cet âge, on est forcément bête. Quoi qu'il en soit, on arrive là-bas et on se faufile dans l'allée en groupe de 2, en se cachant dans les buissons et derrière les voitures, se préparant à attaquer. Ensuite, comme dans une petite équipe de commandos de dessins animés, un de nous a donné le signal et nous sommes passés à l'action. Lançant du papier toilette au-dessus de la maison, sur la voiture, dans le grand arbre du jardin devant la maison et partout où nous pouvions. Puis soudain, boum, il y a eu un coup de revolver. Le père de la famille est arrivé en courant à l'arrière de la maison en pointant un pistolet en l'air et s'est précipité sur nous. Il avait l'air possédé, courant vers nous à une vitesse terrifiante, malgré le fait qu'on aurait dit qu'il avait une vieille roue de secours dans le ventre. On a juste eu le temps de foncer en courant dans l'allée et de déferler dans la rue. Nous nous sommes dispersés dans des directions opposées, avec comme seul objectif de nous tirer de là. Mais vous savez ce dicton qui dit qu'il n'y a pas besoin de courir plus vite que l'ours pour s'échapper, mais qu'il faut juste être plus rapide que son ami le plus lent? Bon, voilà. Parce que tandis que nous courions tous, j'ai entendu un cri derrière moi. Puis le mec nous a tiré dessus. Je me suis retournée et j'ai vu un de mes copains au sol. Le contenu de son sac de bonbons répandu scintillait sous les lumières de la rue. Je suis retournée en arrière et je l'ai supplié le mec d'arrêter. Et il a pointé son revolver vers moi. À ce stade, je me suis littéralement pissée dessus. Je n'ai pas honte de l'admettre. Je n'étais qu'un enfant et c'est assez effrayant d'avoir un revolver pointé sur votre visage, surtout quand on n'a que 13 ans.
C'est seulement lorsqu'il a éloigné son revolver de moi et qu'il l'a pointé sur la tête de mon ami que j'ai trouvé la force de crier « Non! Non! S'il vous plaît! Nous sommes désolés! Nous sommes vraiment désolés! S'il vous plaît, ne lui tirez pas dessus !» Le gars n'a pas répondu et ne m'a même pas regardé. À cet instant, il a juste enlevé le masque de mon ami et a continué à appuyer son revolver contre sa tempe, en grognant qu'il allait lui exploser la cervelle sur le champ. « Vous croyez être qui à rôder autour de ma famille comme ça? Je devrais vous tuer là, maintenant !» Mon ami avait les yeux exorbités. C'était terrifiant, vraiment terrifiant. Plus que n'importe quel film d'horreur que j'avais jamais vu. Plus que n'importe quel déguisement ou décoration d'Halloween le plus réaliste possible. Plus que n'importe quel monstre d'horreur tordu aurait pu imaginer. Je crois que j'ai vraiment pensé que le mec allait littéralement tuer mon ami devant moi. Je n'ai pas tenu longtemps avant de me mettre à pleurer moi aussi. Puis le gars a fait quelque chose avec son pistolet, avec la gâchette, et puis a remis le canon sur le visage de mon ami. Je hurlais encore et encore. « Ne le tuez pas! Ne le tuez pas !» Puis le mec a appuyé sur la gâchette. Mais il n'y a pas eu de détonation. Il y a juste eu un clic. Mais même le clic a suffi pour que mon ami ait eu des spasmes de terreur et des gémissements. À l'époque, je n'y connaissais rien au revolver et j'ai vraiment pensé qu'il avait fait ce qu'il fallait faire pour se préparer à tirer. Je crois que j'étais simplement trop terrifiée pour me rendre compte de ce que le mec avait fait. Qu'il a dû faire quand j'y repense finalement, c'est éjecter les balles de son pistolet et vider la chambre, puis tirer à vide sur le visage de mon ami en faisant semblant qu'il allait lui tirer dessus, mais sans réellement le faire. Puis une fois que nous étions bien terrifiés, une fois que nous étions trop effrayés pour faire quoi que ce soit, sauf rester plantés là à pleurer toutes les larmes de nos corps, le mec a dit quelque chose du genre que ça nous servirait de leçon. Et puis il a remonté la rue vers sa maison. Je me rappelle de mon ami couché là dans la rue à renifler et à pleurer, tandis que j'étais assis par terre près de lui. Je dis assis, mais c'était plutôt agenouillé sur mes genoux tremblants qui n'en pouvaient plus, et je me suis effondrée sur mes fesses près de lui. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons juste essayé de digérer ce qui venait de se passer. Comment une blague idiote d'Halloween avait-elle pu dégénérer en quelque chose de tellement terrifiant ? En y repensant, je sais que nous étions des petits cons à tenter le diable comme ça année après année. Nous n'étions probablement pas le seul groupe d'enfants qui a mis ce mec en colère ou qui l'a délibérément pris pour cible parce qu'il n'avait pas l'esprit d'Halloween. Je pense que nous n'avons pas mérité ça. Personne n'aurait mérité ça. Je pense que cet homme adulte torturant un adolescent avec un simulacre d'exécution au milieu de la rue, c'est n'importe quoi. Après un bout de temps, nous sommes partis et j'ai raccompagné mon copain chez lui. Nous avons tout raconté à ses parents. Pas besoin de préciser que la police s'en est mêlée et que tout est devenu grave. Le gars a été accusé et la police est également venue chez nous. Elle nous a mis en garde de ne plus faire des blagues de Halloween comme ça. Je ne suis pas avocat et ça s'est passé il y a maintenant 30 ans, alors ne me prenez pas pour un expert. Enfin, je serais content de parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Mais techniquement, nous avions fait une violation de propriété et enfreint plein d'autres lois, comme du harcèlement, je crois. En fait, si ce type ne nous avait pas poursuivis dans la rue, je crois qu'il s'en serait sorti sans souci. Mais puisqu'il nous a poursuivis et fait tout ce simulacre d'exécution, il a été accusé et a dû faire un bref passage en prison. Mais la famille était financièrement plutôt aisée, alors, d'après ce que je me rappelle, ils ont pris un avocat et il a réussi à s'en sortir avec une peine avec sursis. Je sais que le gars a eu une interdiction de détenir des armes à feu dans notre état, ce qui en soi a été une victoire pour nous à certains égards, mais j'ai gardé très longtemps des séquelles de cette nuit-là. Depuis, j'ai une forte peur des armes à feu. Enfin, je peux regarder des films avec des armes sans souci, hein. Je pense que le fait que ce soit dans un écran sépare la chose de la réalité. Et dans la vraie vie, je commence carrément à transpirer dès que je vois un revolver. Ce qui en soi est un vrai problème, par exemple lors de faits aussi banals qu'un contrôle routier lorsque je vois l'arme d'un policier. Comme lorsqu'un groupe cynophile m'a interpellé à plusieurs reprises parce que j'étais devenu nerveux et qu'un policier a présumé que j'avais quelque chose de caché dans ma voiture qu'il n'aurait pas dû savoir. Je suis sûre que vous ne m'en voulez pas. Cette nuit-là a été l'une des plus traumatisantes de toute ma vie, si ce n'est pas la plus traumatisante. Et je pense que vous ne serez pas surpris d'entendre que c'était la dernière fois que j'ai été à la chasse aux bonbons. Bien sûr, mes parents m'ont interdit d'y aller, mais même s'ils ne l'avaient pas fait, je ne voulais plus sortir la nuit d'Halloween. Plus jamais.